Allô? Oui, allô, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, j'ai toujours pas mon café finalement, mais il arrive d'un instant à l'autre. Comment allez-vous? Alors, je vois déjà que ça rage dans le chat parce que en même temps, en effet, il y a le live de retour de Wissam. Oh putain, c'est fort. On va mettre moins fort. Il y a le live de retour de Wissam qui est revenu après un mois d'exil, quasiment. Je crois que je peux monter un peu la zig comme ça devrait aller. Et je vais baisser les salauds, voilà. Les réglages reprennent. Alors, hop, on baisse les... Comment on baisse les salauds? Ah bah, comme ça, tout simplement. Voilà. Hop, je reviens. Attendez, le café est prêt? Voilà. Voilà. La super forme, non pas trop d'ailleurs ici, je sais pas vous. Pour Wissam, vous en faites pas, l'idée c'est que nous on va streamer 2 heures et après on va les raider. Hein. Et puis de toute façon, vous pouvez regarder les replays des uns, des autres, vous démerder, vous regarderez quoi. Moi aussi je vais aller regarder le live de Wissam après, mais bon, j'avais dit que j'allais streamer le lundi soir. J'ai pas pu la semaine dernière parce que j'étais à l'anniversaire d'un copain. Et bon bah du coup ce soir j'ai mis des articles de côté pour se faire 2 petites heures. La semaine dernière, il y a 2 semaines j'avais fait 3, mais 3 c'est beaucoup, après j'étais claqué. Donc ouais 2 c'est bien, surtout là, voilà, il y a Wissam. Mais allez voir Wissam, arrêtez de casser les couilles sinon au pire. Hein. Bon, merci à tous les gens qui subent. Et puis voilà quoi. Ils ont commencé à 17h, ils auront fini à 23h. Et ben moi j'aurais fini à 22h. Donc vous voyez, ça s'emboîte hein, finalement un petit peu. Qu'est-ce qu'on disait? On disait le programme de ce soir. C'est quoi le programme de ce soir? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors j'ai mis quoi? J'ai mis Zemmour machin. Hein. Ouais mais il y a des angles. Alors on va regarder les angles ensemble. Tac, voilà, c'est là. Donc on a un article du Monde par Luc Bronner. Face à Éric Zemmour, le scepticisme de l'électorat de droite. Le problème, c'est qu'il est meilleur débatteur que candidat. Voilà, en gros, Luc Bronner est allé voir des vieux à Antibes. Vous imaginez Antibes? À Antibes, où François Fillon avait obtenu plus de 50% au premier tour de l'élection en 2017, sa candidature intéresse grandement, parce que bon, c'est des vieux fachos quand même, mais le personnage, perçu au mieux comme un intellectuel, n'est pas considéré à la hauteur de la fonction présidentielle, donc on va aller recueillir des paroles de vieux. Des paroles de vieux pas convaincus par Éric Zemmour. Je sais pas si c'était... Ah oui, non, publié aujourd'hui. Donc il y avait déjà eu l'affaire du doigt d'honneur qui a choqué la droitosphère, évidemment. Hein, ça a été beaucoup dit, mais le mec dit des horreurs depuis des semaines. Ça ne choque personne. Ça n'entame pas, je crois que c'est Clément Viktorovitch qui a très bien dit ça aussi. Il disait apparemment ça a entamé son capital de mec sérieux, de mec présidentiable. Alors que jusque-là, en effet, tout ce qu'il avait pu dire jusque-là n'avait pas réussi à entamer son capital de candidat sérieux. Là, un doigt d'honneur, et c'est fini. Il est lâché, il est un peu lâché. Jean Massier l'a fait ce soir. Bon, vous me faites chier avec ce que font les autres. Je sais pas ce que font les autres. Je regarde pas les autres, je regarde je regarde rien. Je regarde des trucs autrement plus intéressants que Twitch, moi. Voilà. Donc, les articles que j'ai dit, je m'en fous si Jean Massier l'a fait, je vais lire celui-là quand même. Il y a un article dans Fragments de France, vous savez la collection dont on avait parlé la dernière fois, la collection d'articles du Monde qui sont un peu des explorations. D'ailleurs, je crois que c'était voulu par Luc Bronner, hein, qui était voulu par Luc Bronner. Donc ah là là, attendez, putain, je suis pas réveillé. Bah en même temps, à cette heure-là. Qu'est-ce qu'on disait? Je disais Magali Berda. Est-ce que vous connaissez Magali Berda? Donc ça, c'est un article de la collection Fragments de France, donc des reportages au plus près du journalisme total, absolument. Donc, Fragments de France, Magali Berda, l'influenceuse qui pèse dans le monde de la télé-réalité et attise la curiosité du gouvernement. Et je me suis dit, merde, je vais en réentendre parler plus tard, ça se trouve de celle-là, je la connais même pas. Donc j'ai mis de côté cet article de Charlotte Herzog qui est allée dans le Var à Saint-Tropez avec Martina Polak pour faire des photos avec Magali Berda. Voilà, vous connaissez Magali Berda? Jamais entendu, malheureusement oui. Oui, Magali Berda ou Lena Situation, on en a parlé tout à l'heure. Comment ça on en a parlé tout à l'heure? Qui en a parlé tout à l'heure?
arrêtez de parler des mêmes trucs que moi. Elle est pas influenceuse, elle dirige une boîte d'influence machin. Ah bon. Bon bah voilà, on va apprendre plein de choses. Je connais pas, bah moi je connais pas, voilà. Ensuite, et on va commencer par ça, gauche, comment reprendre la main pour 2022, parce qu'on fait toujours un petit point sur la gauche qui galère ici, avec en général les articles de synthèse de Mediapart, en l'occurrence de Pauline Gros et Mathilde Gohanec, échaudés par les tentatives ratées de triangulation dans leur propre camp, et encouragés par l'actualité, les gauches recentrent leur discours sur le social. Mais se faire entendre reste une gageure dans un paysage médiatico-politique saturé par les thématiques identitaires. C'est vrai que c'est pas évident. Et encore, il y a eu un moment là où ça a commencé un peu à reparler. Déjà, il y a eu la Guadeloupe, il y a eu Calais, il y a eu Hulot, qui ont remis des thématiques où la gauche, normalement, a des choses à dire. Et c'est pour ça qu'on va parler ensuite de la Guadeloupe, notamment l'émancipation de la Guadeloupe, toujours questionnée, loin d'être adoptée. Amandine Asensio, qui nous écrit une analyse là-dessus, sur l'outre-mer, alors qu'une crise sociale secoue l'île antillaise. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a lâché le mot autonomie. Un petit peu comme pour dire vous nous faites chier, vous voulez pas l'obligation vaccinale, faudrait peut-être reparler de votre autonomie. Un petit peu aussi une manière de dire on va peut-être vous lâcher aussi, hein. On va peut-être vous lâcher si vous nous cassez les couilles. Mais qui sonne plus comme une menace que comme une promesse, si vous voulez. C'est pas un truc... voilà, une question statutaire qui parcourt la population depuis des années et cristallise son identité, mais qui peine à aboutir. On va voir où on en est avec la Guadeloupe. Akira 2022 veut faire le buzz et la révolution, ça fait beaucoup quand même. Paillettes, fumigène fluo et révolution. Pendant la campagne présidentielle, des militants se revendiquent de la gauche radicale, et donc qui veulent rendre leur cortège de tête mainstream, quitte à se faire troller. Un article de Lina Ricci et Noman Cadoré pour Street Press. J'aime bien le petit sous-titre là, c'est quoi cette merde de bourgeois hipster? Beaucoup d'entre vous se sont posé la question, vous connaissez Akira, vous avez vu j'imagine. Bah oui, apparemment c'est de gauche. La gauche théâtreux, machin, bon d'accord, mais on a tous lu des trucs, vite def, on a tous dit des trucs avant de comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière, en jugeant comme ça, l'esthétique, un peu Matrix, les fumigènes, les masques, machin, et on s'est dit qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'imagine que Lina Ricci est allée un petit peu plus loin que nos réflexions à l'emporte-pièce du début. Donc on va voir ce que ça vaut. Et puis je vous ai dit, on va parler de Guadeloupe, mais on va aussi parler de Calais, un reportage. La mort d'au moins 27 personnes mercredi 24 novembre n'entame pas la détermination des candidats au départ dans les camps qui connaissent les dangers de la traversée de la Manche sur les small boats. Un article du Monde qui revient, voilà, qui s'appelle Migrants dans la Manche. À Calais, les sauveteurs voudraient que ce drame éveille les consciences des gouvernants, par Julia Pasquale, envoyé spécial dans le Pas-de-Calais pour Le Monde. Donc voilà, je pense qu'on a un petit panel d'articles bien intéressants, et on va commencer, avant que je vous propose de voter pour ceux qui vous intéressent le plus, je pense qu'on va commencer, d'ailleurs il n'est pas dit que je suive votre vote, parce qu'il y a des trucs dont je compte parler, sur lesquels il n'y aura pas d'impasse, notamment les questions de la Guadeloupe, mais bon, je le soumettrai quand même au vote, on verra. Et je pense qu'on va commencer, genre on va se dire on a 2 heures, on bourrine quoi. On bourrine, on essaie de voir le plus de trucs possible, je raconte le moins ma vie possible, et on essaie d'y aller, on essaie d'y aller comme des bourrins quoi. Hein? On est d'accord? Ah putain, c'est mieux sans la musique là derrière, ça commençait à me casser la tête. D'habitude je mets des trucs un peu sympas, ça me met de bonne humeur. Là j'ai mis les trucs badants de Shin Megami Tensei 5. Ça m'a saoulé moi-même. Et je crois que je suis de mauvais poil en fait. Bah tant pis, je stream quand même. Mais c'est vous qui m'avez rendu de mauvais poil là dans le chat. Dany, Wissam, mais Jean il l'a fait aussi. Oui, ça va. Bon, alors on va commencer avant tout vote pour voir où qu'on en est nous, le camp nul de la gauche. C'est une bonne question quand même. Oui, je suis grognon. Ah. Bon, échaudés par les tentatives ratées de triangulation dans leur propre camp et encouragés par l'actualité, les gauches recentrent leur discours sur le social, mais se faire entendre reste une gageure. Une gageure, hein, vous m'avez dit de dire gageure, parce qu'il y a le E qui fait que... Oui, gageure, ok. Sinon on dirait gagueur, non. Je sais plus. Dans un paysage médiatico-politique saturé par les thématiques identitaires. Ça aussi, ça m'a énervé, ça. Quand on m'a dit, c'est pas gageur, c'est gageure. Ok, d'accord.
Ok. Qu'est-ce que je voulais rajouter un petit truc. Ah oui, j'allais dire, je voulais rajouter un truc vénère là. Non, c'était pas vénère, c'était pour vous dire merci de soutenir la chaîne. Je vous remercie pas un par un parce que là, il y a beaucoup de monde, mais voilà, merci. Voilà. Je décroche. Eh ben, casse-toi. Voilà. J'en ai déjà marre, ça fait 10 minutes, j'en ai déjà marre. Bon. J'ai mis de côté des articles qui m'intéressent moi, donc je vais quand même m'intéresser aux articles que j'ai choisis. Ça va être ça aussi mon réconfort. Je vais arrêter de vous lire dans le chat, vous qui m'énervez, et voilà. Alors, enfin une ouverture. Après des semaines d'interminables débats autour d'Éric Zemmour et ses outrances, et alors que la primaire de la droite est sur le point de s'achever, l'agenda médiatique et politique offre peut-être une fenêtre d'opportunité pour la gauche. C'est ce que je vous disais, il y a des thèmes enfin sur lesquels, voilà, Nicolas Hulot, tu vois, typiquement faut y aller quoi. Poussé par les vents favorables d'une actualité sociale explosive, de la hausse des prix de l'énergie aux révoltes en Guadeloupe et en Martinique, les candidats en pré-campagne présidentielle semblent enfin décidés, plus question de se laisser entraîner dans les baïnes d'un débat public confisqué par les thématiques réactionnaires. C'est quoi les baïnes ? Vous savez ce que c'est les baïnes, vous ? Je vais regarder. C'est quoi les baïnes ? Les baïnes. En plus, je misfrappe, y a rien. Les baïnes sont de grandes piscines naturelles. Elles se forment sur un relief où le phénomène de marée est fort, le sable fin, le dénivelé. D'accord, donc vous voulez voir des images de baïnes ça, c'est des genres de baïnes. Bon, c'est des pièges, quoi, en gros. J'imagine, c'est des... Voilà, bon. Voilà. Entraîné dans les baïnes d'un débat public. Vous connaissiez, vous, les baïnes, faites les malins, mais je suis sûr que vous connaissiez pas les baïnes. Si, il y en a qui habitent au bord de l'eau. Et ça se dit comment ? Ça se dit pas baïne ? Ça se dit comment ? Ça emporte des touristes et ils reviennent en hélico ? Ah bah merde. Surf, oui. Bon, bah très bien, bah vous connaissiez les trucs de surfeurs du sud-ouest. Ah bon. Ah, ça tue énormément de gens. Bon, bah en tout cas, ça tue la gauche, apparemment, aussi. Le débat public, les baïnes du débat public. C'est qui ces gens ? Moins de Zemmour, plus d'amour. Ok. Grande manifestation féministe du samedi. Ouais, c'est organisé par C'était la manif de samedi dernier contre les violences conjugales. Samedi d'encore avant d'ailleurs, je crois. Une attitude symbolisée par le coup de gueule d'Anne Hidalgo, candidat. Ah oui, Anne Hidalgo a décidé de s'énerver. Je sais pas si vous avez vu. Elle a décidé de dire attention, je vais m'énerver. Alors on avait parlé de la fois où elle s'était énervée, ça faisait très artificiel. Mais je crois que c'est de ça dont il parle d'ailleurs. Quand elle s'était énervée, c'était sur RTL. Quand même, Zemmour vient sur un plateau télé et dit que Pétain était le sauveur des Juifs et il n'y a pas une manif de 10 000 ou 200 000 personnes dans nos rues. Réveillez-vous, c'est un guignol. Et on est là à s'arrêter tous de vivre, de respirer. Alors écoute, peut-être qu'on veut pas faire des manifs dans les rues à 200 000 personnes parce qu'il y a ton pote Didier Lallemand qui s'occupe un peu de la sécurité, que ça va nous compliquer la tâche aussi, Anne Hidalgo. Lançait-elle bouillonnante de colère, évidemment. Bouillonnante d'une colère de comédie quand même un petit peu, je pense. Cette semaine, pendant que Jean-Luc Mélenchon occupait le terrain médiatique pour présenter son programme tout chaud sorti des presses, 10 maires de gauche et de droite, consternés par le niveau du débat, publiaient de leur côté une tribune dans Le Monde. Qu'est-ce qu'ils disaient C'est quoi ces 10 maires là ? Face à Éric Zemmour, parlons enfin de la France réelle. L'appel d'élus pour un débat d'idées à la hauteur du pays. Un collectif de 10 élus locaux socialistes, LR, centristes et Horizon. Des notables, quoi. Des notables qu'en ont marre. Qui aimeraient qu'on se concentre sur les trucs vraiment importants, à savoir la croissance, la productivité dans les entreprises, etc., quoi. J'imagine. Bon, bref, c'est pas très intéressant. Donc, eux, dans Le Monde, et donc eux, ils disent... Parce que nous sommes sur le terrain et non dans les dîners mondains, parce que nous sommes ancrés dans le quotidien de nos concitoyens, nous connaissons la France réelle et demandons à ce qu'on parle enfin d'elle. Alerte-t-il, ouais, ok. Plus facile à dire qu'à faire, souligne cependant le secrétaire national du PS, Olivier Faure, lequel pointe la responsabilité des médias. Ah ouais,
Olivier Faure, d'accord, c'est la faute aux journalistes. Les journalistes nous interrogent en permanence sur la polémique du jour, mais les gens s'en foutent, soupire-t-il, décrivant un tout petit monde politico-médiatique évoluant en décalage avec le reste de la population. On en parle de tes potes du printemps républicain, niveau dîner en ville et j'évolue en décalage, c'est pas mal non plus. Peut-être pas un peu saute de la gueule du monde quand même. La question du cadrage du débat est pourtant déterminante pour 2022. À la France insoumise, on le reconnaît sans pudeur. Aucune chance de gagner la présidentielle sans une mise au premier plan des éléments structurants pour la gauche, en premier lieu les questions sociales. Un piège nous est tendu, si on ne tombe pas dedans et si on arrive à confronter notre propre agenda à l'agenda médiatique et politique qui nous est imposé, les gens ne pourront que constater que nous avons les meilleures solutions. Veut croire l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. Peut-être qu'elle y croit vraiment, hein, le monde qui écrit veut croire. Oui. Jusqu'ici, moi j'aurais été méchant un plus avec Fort hein, dans mon écriture, mais là il tacle plutôt Manon Aubry. Hein. Jusqu'ici, néanmoins, c'est peu dire que les thèmes identitaires ont obstrué l'espace médiatique aux grandes dames d'une gauche trop faible pour parvenir à reprendre la main sur la tournure des débats. Qu'est-ce qu'il dit Yann Brossa ? Yann Brossa il dit à gauche on est tous confrontés à une espèce de dilemme, soit on répond aux provocations immondes de l'extrême droite quitte à entretenir les polémiques, soit on garde le silence et on donne le sentiment que ses propos sont acceptables. Or personne n'a la solution miracle, résume Yann Brossa, directeur de campagne du communiste Fabien Roussel, qui est peut-être la solution miracle hein, finalement, hein, c'est-à-dire une gauche qui parle de la sécurité, tout ça c'est peut-être ça la solution miracle. C'est Mediapart, pas Le Monde. Oui, c'est vrai, c'est Mediapart, pas Le Monde. Donc, il est néanmoins une chose sur laquelle tout le monde s'accorde. Seul un retour aux fondamentaux de la gauche permettra d'éviter de se laisser charrier par la houle médiatique. On est beaucoup sur la mer aujourd'hui, dans cet article de Pauline Gaulle et Mathilde Goannec. De son côté, le PCF a donc décidé de bourriner sur le social, notamment sur les salaires. Ça, c'est bien ça. Histoire de parler à la grande majorité des gens et à la base électorale de la gauche, qui n'est autre que le salariat, estime Yann Brossa. Ben oui, ben ça c'est bien, mais il faut plus aller aux manifs de flics par contre. Parce que, enfin bon. Même chose au PS, qui après les années Hollande tente de se repositionner comme un acteur crédible sur les questions sociales. Bon courage. On doit rester dans notre couloir. La santé, l'éducation, la réduction des inégalités, avance Mathieu Klein, maire socialiste de Nancy, coordinateur du programme d'Anne Hidalgo qui sera publié en janvier. Ne jamais céder aux obsessions des autres, laisser passer cette séquence acquise à la droite et se préparer pour le moment où la campagne commencera vraiment début 2022. C'est super plan. Je rappelle qu'Anne Hidalgo ne fera en tout cas pas campagne sur le wokisme. Parce que pas se laisser imposer ses thèmes par les woke non plus. Donc, à LFI où l'on estime que le partage des richesses et les fins de mois doivent constituer le cœur du discours, on prône un grand classicisme sur les thèmes, mais des méthodes de campagne innovantes, explique Manon Aubry qui prend pour exemple la tournée des facs engagée depuis plusieurs semaines par Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que c'est pas mal la tournée des facs. Par contre, c'est vrai qu'en effet le programme c'est un peu le même. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Ça me paraît pas dramatique, hein, que le programme soit pas très différent. À LFI, où l'on estime que le... Non, ça j'ai déjà dit. Il est aussi possible de mettre le pied dans la porte. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, a ainsi pris appui sur des accidents récents impliquant des chasseurs pour développer sa position d'un accès égal à la nature, prêchant pour un plus grand encadrement de la chasse le week-end et une interdiction des jours fériés. C'est bien ça. Oui, ça c'est voilà, bonne porte pour s'engouffrer quoi. Paradoxalement, cela a obligé le reste de la classe politique à répondre là-dessus, même si beaucoup ont peur de se fâcher avec les chasseurs. Observe Sandra Régol qui déplore qu'alors qu'on sort de la COP26 et des questions aussi essentielles que l'accès à l'eau, nos conditions de vie ou de survie à moyen terme, c'est le pronom Yel qui occupe tout l'espace du débat. Bah oui, alors ça aussi, oui, c'est la faute aux journalistes aussi. Hein. Yannick Jadot veut-il interdire les jours fériés ? Non. Mais non, il veut dire que tout ça sera le décembre. On fera les fêtes de décembre. C'est génial les trucs où il s'énerve sur ça. Quoi. En plus, c'était même pas la faute à Yannick Jadot ou à je sais pas qui. Hein, le truc de. C'était où Besançon ? Le truc de. Vous savez, plutôt que de mettre une guirlande de Noël où il y avait marqué Joyeux Noël, l'association des commerçants locaux ont fait un truc avec marqué bon décembre, bonne fête de décembre, je sais plus quoi.
Et alors là, évidemment, toute la presse de droite en feu, qui a trouvé son sujet pour la journée, avant d'en trouver un autre plus tard. Allez, je vais me remettre à me remercier les gens parce qu'il y en a un petit peu moins. Merci à tous ceux d'avant. Donc merci à Arthur Brugger qui dit super la vidéo sur Blast. Hâte de voir le prochain épisode. En gros, bah merci à toi. On est lundi. Oui, on est lundi. Oui. Fantastique décembre. Ouais. Et c'était Besançon, c'est ça? Voilà. Fantastique décembre. Mais oui, c'est les paniques morales qui sont importées directement des États-Unis. C'est la guerre culturelle qui nous ont apporté ça. Ah, je vous conseille, tiens, si vous voulez en savoir plus là-dessus, vraiment, je l'ai cité, je crois, dans Backseat Jeudi, c'est le bouquin de Frédéric Matonti. Elle a fait un arrêt sur image que j'ai regardé cet après-midi, du coup, qui est vachement bien, où elle développe, c'est très marrant d'ailleurs, attendez, je vais vous mettre un bout, arrêt sur image, sur le dernier bouquin de Matonti, il est où? C'est elle, hein. Et c'est génial, elle cite plein de trucs, 40 ans de conquête de la réacosphère, à partir de son bouquin Comment sommes-nous devenus réac. Et merci au Horusai qui dit force à toi et tous tes projets, merci. Merci Donper du soutien, t'as l'air saoulé des droitos, camarade. Oh, je suis saoulé globalement, hein. Puis c'est l'hiver, je me mets pas l'hiver, j'aime pas l'hiver. Donc réac, la gauche n'a pas su opposer un discours pour répondre. 40 ans de conquête de la réacosphère, et c'est assez rigolo. Parce que elle cite vraiment des épisodes qui... regardez derrière elle. Elle reprend l'émission que j'avais utilisée dans Mes chers contemporains. Elle parle des nouveaux philosophes comme un tournant réactionnaire. Ensuite, elle a parlé de la marche des beurs, etc. Du bouquin de Luc Ferry et Renaud sur la critique de 68 et tout. Elle cite plein de trucs que normalement vous connaissez si vous avez suivi Mes chers contemporains. Et tout ce que j'ai pu faire... parce que je suis très d'accord avec elle, j'avais analysé un peu les mêmes moments fondateurs qui font qu'on en est là aujourd'hui. Les nouveaux philosophes pour ce moment en effet de s'attaquer à l'héritage de 68, mais s'attaquer aussi au marxisme, casser l'héritage communiste, l'héritage collectiviste. Merci Grenac et Losange Gros Chiffre, merci à vous. Et gros chien de feu aussi, gros chien de feu. Mais elle cite aussi d'autres trucs, Finkielkraut, tout ça, vous voyez, la marche pour l'égalité contre le racisme. Je dis marche des beurs parce que je vais vite, évidemment. Voilà, donc je vous conseille cet entretien qui était... moi, après, je vous le conseille aussi parce qu'elle redit plein de trucs où moi, je suis déjà d'accord. D'autant plus que, oui, je les ai dit moi-même. Donc, ça fait toujours plaisir de se sentir moins seul dans ses analyses. C'est comme quand je dis tout le monde devient facho, là, qu'est-ce qui se passe? Et que d'un coup, t'as Charles Consigny qui dit la même chose. Bon, on est là, on prend ce qu'on a, on prend ce qu'il y a. Ah bon, c'est pas moi qui suis fou, alors c'est bon. Merci Regard Talion qui dit bonsoir les gens. Merci Génialo 59. Donc voilà, je suis content de voir d'autres gens. Voilà. Hein. Bonsoir Simon Puech qui dit oh là la plèbe. T'as vu la condamnation du père Fillon? C'est pas les condamnations là, c'est juste les réquisitoires là, c'est ce qu'a demandé le parquet, non? Je sais plus. Je sais plus du tout. Enfin, j'ai pas vu du coup. Tiens, grâce à toi, j'ai regardé Le Chagrin et la Pitié, ce qui m'a permis d'apprécier pleinement la vidéo de Cinéma et Politique. Merci à toi. J'espère que vous avez kiffé le Chagrin et la Pitié, hein, 4 heures hein, quand même, c'était sympa. Merci Rock'n'Roll Suicide aussi. Et évidemment, si vous aimez les manifs antifascistes, n'oubliez pas, c'est dimanche à Paris, grosse manif anti-Zemmour, tout ça. Comme avait demandé Anne Hidalgo un peu plus tôt dans l'article, elle a dit je comprends pas qu'il n'y ait pas de manif. Il y en a des manifs, mais on vous y voit pas. Moi, j'avais demandé à Najat Vallaud-Belkacem, la pause clope, je lui avais dit tiens, il y a une manif contre l'extrême droite demain à Lyon. Elle est de la région, hein, elle vient de Villeurbanne, je crois. Merci vieille normie. Big up au meilleur éditorialiste de gauche de France. C'est très gentil. Et j'avais demandé à Anne Hidalgo, est-ce que vous allez y aller à la manif? Elle m'a dit, quelle manif? Bon, elle savait pas. Bon les socialistes, vous voulez qu'on fasse des manifs contre l'extrême droite, mais vous y venez pas. Je rappelle que la manif de dimanche est à l'appel des socialistes... Justement pas, évidemment. Est à l'appel de... Solidaire, la CGT, une section de la CGT parisienne, et les camarades de la Jeune Garde. Hein. On a Carrie, la Jeune Garde, ici, quand personne connaissait. C'est Raphaël Arnaud, qu'on a eu en entretien ici. Et maintenant, c'est bon, ils sont partout, ils vont chez Hanouna, c'est un plaisir. Merci Simon pour le truc de Blast. J'espère que vous avez vu hein, le truc de Le Pen, c'était très chouette, c'était bien mieux que le dernier Backseat. Merci encore Losange, gros chiffre.
Qu'est-ce qu'on disait? Nouveau sticker Antifa, ouais, oui, d'accord. Ah oui, sur la Horde. N'hésitez pas à recoller votre ville de stickers de la Horde, hein, vous pouvez commander sur le site de la Horde, évidemment. Merci Hello Wilds DLVL. Les streams m'avaient manqué, merci de reprendre. Et Osef cité grognon. Mais plus ça va, moins je suis grognon, là je commence à être de meilleure humeur. Merci Citoyenne Del Mondo. Citoyenne Del Mondo pour ton 6e mois d'abonnement. Le prochain backseat sera meilleur. Non mais le dernier backseat j'étais saoulé. Tu sais, tu connais l'invité. Alors des fois on connaît l'invité un peu en avance. Genre là on connaît l'invité de première partie de jeudi, c'est Guillaume Meurice. Mais je sais toujours pas qui c'est l'invité de deuxième partie. Et moi je croyais que ça allait être quelqu'un du PS. Enfin, c'était dans les cartons que ça allait être quelqu'un du PS normalement jeudi. Et puis j'apprends la veille que ah bah non c'est Arnaud Saint-Martin. Et ben, en fait je suis saoulé. Je bosse moyennement le truc. Le mec, je l'ai pas trouvé très agréable, j'avais même pas envie. Il disait, ah, faut lui apporter de la contradiction. Et moi, j'étais là, j'étais saoulé, quoi. J'ai trouvé le mec pas sympa. Le mec, il me tutoie au départ. Il se dit, ah, je suis chez les jeunes, je suis chez les petits cons et tout. Et il me tutoie, quoi. Ensuite, il me parle de mes cheveux et tout. Je suis, bon, d'accord, ok. Ok, c'est pas grave. De toute façon... je bois pas des coups avec tous après l'émission. Hein. Genre Castaner et Saint-Martin, j'ai pas bu de coups avec derrière. Voilà, dans ces cas-là, je vais ailleurs. Je vais voir les gens qu'on... On se voit le 16 sur Backseat. Ah bah c'est sympa ça, Simon. Eh bah avec plaisir. Saint-Martin de la chanson de Chiappa, absolument. Absolument. Non, il était pas très intéressant. Non mais moi non plus j'étais pas très en forme et j'étais ouais. Non, j'ai pas bu de coup avec Castaner, je vous dis que j'ai pas bu de coup avec Castaner. Et putain, j'ai trouvé Castaner plus sympa qu'Arnaud Saint-Martin. Hein. Castaner plus sympa quoi. Même s'il y avait sur le plateau, il y avait un truc un peu artificiel, il faisait un peu les jeunes, vous connaissez les jeunes, les PC là, c'est une bombe, le PC LDLC là, je sais plus ce qu'il racontait, mais il en faisait un peu des caisses. Bon, mais c'était moins pire mais j'en ai vu d'autres des désagréables. Je vous ferai un top de qui étaient les plus désagréables plus tard. Un plaisir de te voir en live, merci. Alors, normalement, je peux débriefer un peu avec vous ici le lundi. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça plutôt que de lancer l'article. Merci ADPGP. Et voilà quoi. Darmanin aujourd'hui a sorti que les migrants jetaient leurs gosses, mais j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, tu vois, par exemple, quand un mec te dit c'est important, tiens, je vais prendre un exemple. En fait, je vais prendre un peu de temps là-dessus. Merci Mister Heidi et merci Granatum qui dit pourquoi la Terre elle change au Nesquik. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas. Je vais prendre un exemple. Non, Chrono Music c'était un bon invité. Le mec te dit on a fait tomber le chômage, on a fait baisser le chômage. Et c'est bien, c'est important de lutter pour que baisse le chômage. En fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans la phrase. Il n'y a rien qui est bon. Mais pour démonter ça, faut expliquer déjà, vous avez vraiment fait baisser le chômage ? Bon, ça peut... quel chômeur, catégorie... Alors là, c'était il y a une autre émission d'arrêt sur image là-dessus aussi. Merci, gros chien de feu. Quelle catégorie? Catégorie A, B, C, D. Qui est sorti des chiffres aussi? Qu'est-ce qu'on regarde en fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a des métiers en tension. Oui, bah très bien. Bah, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Sur la restauration, on en a parlé avec Castaner. Je disais sur la restauration, si les gens y vont pas, c'est que c'est mal payé. C'est que c'est. En plus, je connaissais le sujet pour le coup parce que j'avais animé une table ronde peu de temps avant là-dessus avec des gens qui avaient passé 10 ans dans la restauration qui me racontaient les bails. Bon, mais après tout, pourquoi faire baisser le chômage à tout prix? Est-ce que dans quelle mesure il n'y a pas une hypocrisie dans la mesure où finalement un chômage haut ça vous arrange, vous n'avez pas non plus trop intérêt à baisser le chômage, sinon vous avez des secteurs en tension dans lesquels les gens vont réclamer des choses. Et est-ce que le but c'est que les gens, est-ce que je préférerais pas qu'on s'attaque à la pauvreté plutôt qu'au chômage? Le problème c'est pas que les gens ne travaillent pas, le problème c'est qu'ils aient pas de quoi vivre, etc. En fait il y a plein de trucs à détricoter. Sauf que lui, en une phrase, il t'en a déjà donné 3 à détricoter. Et moi, à côté, ça, j'ai Jean qui me fait... Hop, ou alors... Enfin, vous savez, c'est la parole qui doit tourner. C'est pas une discussion entre moi et l'invité. Moi, je dois faire une relance de temps en temps. Mais des fois, j'ai Jean qui me dit... on passe à la suite, etc. quoi. Donc, très, très compliqué, en fait, l'exercice du plateau.
très très compliqué, et plus ça va, plus c'est compliqué, je trouve. Enfin, ça dépend des invités. Il y en a c'est vraiment sympa, mais en fait, je me retrouve face aux difficultés qui sont celles que j'ai pointées du doigt. En fait, l'exercice a les limites que j'ai pointées du doigt quand je ne m'y livrais pas à cet exercice. Je faisais des petits entretiens ici sur Twitch où j'avais 1 heure et demie avec l'invité. Là, on peut parler. En plus, on n'est que 2, on n'est pas 4 en face de lui, tu vois. Donc là, je me heurte aux limites de. J'ai accepté un format qui est un format où voilà, tu connais l'invité juste la veille. T'as d'autres trucs à préparer. T'as d'autres trucs. Moi, ce que j'ai le plus préparé pour l'émission de jeudi, c'était les 2 sujets principaux, à savoir les violences faites aux femmes et le sujet sur la Guadeloupe. Moi, c'est ça que j'ai le plus bossé. Après, je me suis dit, vas-y, j'ai un marcheur après, ça me casse les couilles, j'en ai déjà eu un la semaine dernière. Et j'avoue, en fait, c'est une question de temps, quoi. J'ai su la veille, et je fais pas que ça. Le mercredi, enfin, vous voyez, je fais d'autres trucs à côté. Et donc, voilà, j'ai quelques heures pour réfléchir un peu à ce que je pourrais dire, machin. Là, je sais toujours pas quel est mon invité de jeudi. C'est pas comme faire une émission où là, tu y consacres plein de temps. Moi, je sais à l'avance le sujet que vous aurez dans le prochain portrait de Blast. C'est dans un mois. Donc, j'ai le temps de lire des trucs, de préparer. Et là, on est dans le fast... le plateau, le fast thinking, l'exercice de plateau, je pense qu'il n'est pas inutile de le faire, il n'est pas inutile d'être présent, mais j'ai pas encore trouvé comment le faire bien. J'ai pas encore trouvé les recettes magiques qui font que... Parce que en gros, soit tu bosses à fond, soit faut trouver comment bosser bien, malin, et puis il n'y a pas que bosser d'ailleurs, il y a quel angle. Quel personnage en fait tu vas faire sur le plateau, quel niveau d'agressivité tu te permets ou pas, avant que... Mais je vous rappelle encore une fois que c'est pas mon plateau et que j'ai Jean qui veut aussi que ça ne soit pas un pugilat non plus. Merci, sinon go faire un format comme Ibra TV, c'est Free Fight. Oui, bah oui, c'est une option, c'est une option. Est-ce qu'une façon de rendre l'émission plus intéressante sans la rallonger serait pas de virer cette connerie de quiz à la con finalement? Ouais, c'est pas ma partie préférée de l'émission. Mais moi, de toute façon, ma partie préférée de l'émission, c'est les questions d'actualité de la semaine. Parce que je trouve que là, on a le temps de discuter. On a, je crois, un quart d'heure, 20 minutes un peu sur chaque sujet. Mais on discute entre Jean, Léa. On n'est pas là, on n'a rien à prouver à vouloir absolument donner tort à l'autre, machin. On n'est pas dans la bagarre. Et donc, on co-construit un espèce de propos... pas forcément commun, parce fatalement il y a des différences entre ce que pense Jean des fois, ce que pense Léa, ce que dit Gaspard, etc., ce que je raconte moi. Mais merci Ziki Lemini. Il y a des divergences, mais au moins on n'est pas là pour se sauter à la gorge, quoi. Merci Zar Zand qui dit bonsoir les gens. Voilà. Et bienvenue DJ Drogba, dont j'apprécie le pseudonyme. Alors, ton avis sur la chute de Le Bouzeux? Ah, tu l'écris mal. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai comme avis, moi? Qu'est-ce que tu veux que j'ai comme avis? Ah oui, aux injonctions à répondre à, alors tu penses quoi de la chute du Bouzeux? Bah écoutez, moi je suis comme vous, je découvre le truc, je vois le machin, je fais ah putain ça craint du cul, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc non, il n'y a pas de solidarité là qui s'applique dans des cas comme ça. Le souci c'est aussi le ratio temps de parole, vous versus l'invité. Bah bien sûr! Bien sûr, Jean promet à ses invités une émission dans laquelle ils ont le temps de développer. Donc nous, on ne doit pas non plus les couper en permanence. Parce que eux, ils sont contents de venir dans une certaine mesure. Ils sont contents de venir en se disant ah, une émission, on va pouvoir prendre le temps, discuter, aller au fond des choses. Bon, moi, je trouve qu'ils le font plus ou moins. Ils le font plus ou moins. Quand t'as quelqu'un de l'REM, en fait, c'est les pires ceux-là. Quelqu'un de l'REM, ils défendent le bilan du gouvernement, avec plus ou moins de mépris dans leur manière de faire, mais enfin bon, bref. Et pour le psychiatre cité comme un vrai médecin dans OLG. Ah non, j'ai pas réagi, j'ai vu passer ça hier, en plus. Il y a un mec que j'avais... c'est vraiment un psychiatre, hein, par contre, donc c'est un vrai médecin. Je sais plus comment il s'appelait, qui avait un compte YouTube et je m'étais appuyé sur une de ses vidéos, enfin je l'avais cité sur la vidéo sur santé mentale et confinement, et lui il a sauté aussi sur des trucs d'agression
assez chaud, d'emprise, de je sais pas quoi avec ses patientes, enfin un truc horrible. Merci Médicis, merci Frédéric, merci Extrême Gauche. Et la surprise de juin, ce sera quelle surprise de juin? Merci Peter Irish. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas surcancel les mecs derrière. Vous allez pas me demander derrière, et Hulot, t'en penses quoi? Bah oui, bah c'est de la merde, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Le monde a vraiment besoin que je rajoute mon cancel par-dessus? Il est plus médecin, il a été rayé de l'ordre. Et bah voilà, bah comme ça c'est fait. Bon, je pense qu'on a fini sur Backseat. Et on peut enchaîner avec donc cet article sur... et l'autre, t'en penses quoi? Merci Interline. On continue avec l'article sur la gauche. Et moi je vais me fumer une clope. Hop. Mais non, et moi je vais couper ma caméra, c'est juste ça que je voulais dire évidemment. Tchouk, je suis disparu. Et je fais ce bruit avec mes doigts évidemment. Bonsoir Pipo. Non mais voilà, n'ajoute pas du commentaire à la chaîne de commentaires, on est là pour de l'information. Évidemment, évidemment. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a dit? Machin. Ah oui, on était sur les écolos. Donc sur la situation des migrants piégés à la frontière biélorusse, ça aussi on en a parlé dans Backseat. Sur laquelle tout le monde a abdiqué, croit Sandra Régol, le candidat écologiste a là aussi fini par sortir les dents, rappelant le devoir d'accueil de l'Europe et déclarant ne pas voir le problème avec l'immigration en France. Et c'est vrai que c'est des positions dont on a besoin un petit peu à gauche. Merci Boussinesque06. Et c'était courageux, vu l'état du champ politique actuel, c'est courageux qu'il y ait des gens qui osent dire oui, c'est bon, arrêtez quoi. Avec l'immigration, bien sûr qu'on a les moyens d'accueillir ceux qui sont là, et encore plus, donc déjà de régulariser ceux qui sont là, et d'accueillir ceux qui viendront, parce qu'ils viendront de toute façon. Une ligne sur laquelle Jean-Luc Mélenchon a fini par se caler après un temps d'hésitation où le leader insoumis a renvoyé la question au domaine géopolitique. Ah oui, je vous rappelle cette histoire évidemment de... C'est quoi? C'est Loukachenko en Biélorussie qui fait venir des gens de Syrie, du Moyen-Orient, pour avoir ses propres migrants, pour emmerder, en l'occurrence la Pologne, avec lesquels il a des frontières communes. Merci CLR 410. Et donc c'est cette fameuse crise du coup aux frontières de la Pologne. Et donc Jean-Luc Mélenchon a d'abord dit bon, c'est de la géopolitique, c'est compliqué, et ralentir la migration ne veut rien dire. Il est question de 250 millions de gens qui vont se déplacer à cause du changement climatique, expliquait-il cette semaine sur le plateau de BFM TV. Donc voilà le truc de bien sûr qu'il y aura des migrations, il y en aura d'autres, et voilà. Reste que certains thèmes sont encore quasiment impossibles à mettre au pot des débats. Ainsi du tir de barrage subi par Philippe Poutou sur les violences policières, on en a parlé dans le OLE, Ouvrez les Élysées sur Philippe Poutou, ou la proposition de dissoudre la BAC et la Bravem d'Anas Kazib. Alors je crois que Mélenchon aussi qui veut dissoudre les BAC, qui constate que commencer à réfléchir à une abolition de la police sous sa forme actuelle convoque immédiatement le fantasme d'une société régie par la loi du talion à la Walking Dead. Ça donc c'est de Anas Kazib. Nous ne voulons pas nous excuser d'être radicaux, poursuit Pauline Salingue, porte-parole de Philippe Poutou en meeting mardi 23 novembre devant plusieurs centaines de personnes à l'université du Mirail à Toulouse. Après 2 ans de pandémie, dire que nos vies valent plus que leurs profits est plus que jamais d'actualité. Nous voulons rouvrir 100 000 lits dans les hôpitaux, réquisitionner les cliniques privées, embaucher 200 000 personnes en plus dans les EHPAD, des moyens à la hauteur dans tous les services publics. Merci. Aïma Delja. Mediapart, 10 mois pour 10 €, abonnez-vous. Les réquisitions, voire les expropriations, notamment du secteur industriel pharmaceutique, une radicalité programmatique qui aura été relégitimée dans l'opinion après le Covid. Merci, Nécotte. Et c'est vrai, je sais plus si je l'avais mis de côté cet article, sur le fait que là, le Covid va revenir à fond. Évidemment, là, on se remange une vague d'hiver, là. Et c'est au cœur de la campagne. Je pense qu'au mois de, au mois d'avril, la vague sera pas finie, quoi. Donc on va vivre une campagne sous Covid, alors que beaucoup de gens se disaient c'est bon, tout le monde est vacciné. Et ça va être plus compliqué que ça, manifestement. Ça va être un bordel. Ça va être un bordel et ça permettra peut-être de parler plus des hôpitaux aussi. Et merci Snuguru. J'espère qu'on reparlera aussi du sort fait aux jeunes, aux étudiants, etc. Les réquisitions, donc ça on l'a dit. Donc le Covid.
Quand les gens critiquent Big Pharma, c'est pas forcément le système capitaliste qui vise, mais clairement ceux qui mettent le profit avant la santé, concède Anas Kazib. C'est comme pour les raffineries, on ne peut pas faire de transition écologique avec ceux qui nous ont mis dans cette situation, cela semble de plus en plus évident, ce sont les ouvriers qui vivent autour de ces usines, fréquentent forêts et rivières avec leurs enfants, pas Patrick Pouyanné, le PDG de chez Total. Il fait du bien aussi à Anas Kazib dans cette campagne, mine de rien, j'espère qu'il va avoir les parrainages. Merci les Françoises. Pour Sandra Rigol, chez Europe Écologie Les Verts, la difficulté est bien d'arriver à faire entendre à quel point les dérives climatiques coûtent socialement, d'où la volonté de faire surnager une proposition phare de la campagne écolo, l'ISF climatique, soufflée par l'ONG Greenpeace. C'était pas une proposition de l'ISF climatique, c'était pas une proposition du maire de Grenoble, Éric Piolle, ça, à la base, qu'il a repris, du coup. Ah, mais peut-être que Piolle l'avait déjà repris de Greenpeace, ça doit être ça l'idée. Piolle l'avait repris de Greenpeace et finalement, Jadot l'a intégré dans la campagne, quoi. Nous avons un problème de marchandises bon marché qu'on paye très fort en coût climat, explique Sandra Rigol. L'ISF climatique... L'ISF climatique semble n'être qu'une mesure environnementaliste, mais en réalité, elle pousse à imaginer d'autres moyens de production qui sont créateurs d'emplois locaux. Bon, les limites de la triangulation. Vous connaissez la triangulation, trianguler un parti, c'est lui prendre ses thèmes et voire même lui prendre ses positions pour essayer de lui prendre un peu de son électorat, quoi. Le temps de la triangulation, aller sur le terrain de l'adversaire pour tenter de soumettre ses contre-propositions, semble en tout cas avoir fait long feu. Il faut dire que beaucoup à gauche s'y sont brûlés les ailes. Voilà, donc la triangulation, là en l'occurrence, elle parle de quand la gauche essaye de prendre les thèmes de la droite et de l'extrême droite, sécurité, machin, tout ça, pour voir si elle peut être audible sur ce terrain, en l'occurrence elle ne l'est pas. Fabien Roussel l'a expérimenté. En juin dernier, il se prenait une volée de bois vert de son propre parti après avoir affirmé que les migrants n'ayant pas le droit d'asile avaient vocation à rentrer chez eux. Vous voyez bien que ça c'est à contre-courant. Je veux dire, pour quelqu'un de gauche, les régularisations de sans-papiers, par exemple, c'est un truc qui normalement va de soi. Je le rappelle, parce que là, vous êtes jeune, vous n'avez pas vu ça depuis longtemps, mais quand Mitterrand arrive au pouvoir, il régularise plus d'une centaine de milliers, je crois, il fait ça en 2 fois, de travailleurs sans-papiers. Quand Jospin arrive au pouvoir, c'est plusieurs dizaines de milliers aussi de travailleurs sans papier qui va régulariser, et ça c'est bien parce que tu les rentres du coup dans le système de travail normal, ils sont plus obligés de travailler au noir, ils peuvent se loger un peu mieux, etc. etc. Voilà, régulariser pour sécuriser aussi et en plus ça va dans les comptes sociaux, enfin tout va bien quoi. Merci Spunups. Alors évidemment, les gens disent il faut pas le faire parce que sinon, comme dirait Marine Le Pen, ça va faire la pompe aspirante de l'immigration, n'est-ce pas ? Donc il faut pas faire ça. Mais normalement c'est une évidence à gauche. Donc c'est à ça que ça s'oppose quand tu entends Fabien Roussel dire ils ont vocation à rentrer chez eux. Pas forcément. Pas forcément. Donc je comprends que ça choque. S'il a reconnu son erreur par la suite, le communiste n'en était pas à sa première sortie controversée. Un mois plus tôt, le candidat fraîchement désigné avait choisi de lancer sa campagne sur la thématique de la sécurité, histoire d'être sûr de se faire entendre dans une séquence médiatique cornaqué par les thématiques de la droite extrême. Là encore, d'aucuns ont tordu le nez. Là aussi, je vous renvoie évidemment, y compris à l'interview qu'on avait fait à Backseat, où voilà quoi, on lui a dit, je crois, que c'était pas son boulot de faire ça. Donc après, si là, en début de papier, on a Yann Brossa qui dit on bourrine maintenant sur le social, très bien, moi je veux du PCF qui sert à ça, quoi. Surfer sur les thématiques de la droite, un piège pour la gauche. Arnaud Montebourg, là, lui aussi a pris à ses dépens. Cet automne, le néo-chevènementiste convaincu qu'une ligne bien de gauche sur les questions sociales, mais à droite sur les questions sociétales, c'est mis entre guillemets, pourrait s'avérer gagnante, tant médiatiquement que politiquement, s'est gravement pris les pieds dans le tapis sur l'immigration, au point de mettre toute sa campagne en péril, une mésaventure qui en a fait réfléchir plus d'un dans les états-majors concurrents, et ça c'est bien, la gauche elle gagne quand elle est de gauche, arrêtez de faire nimp. Paradoxalement, si l'intense concurrence à gauche conduit à une surenchère de propositions droitières, la multiplication des émetteurs d'un même camp pourrait avoir quelques bénéfices inattendus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Tout cela montre, s'il en était encore besoin, que quand on commence à aller sur des terrains glissants, on part dans le décor, commente le socialiste Mathieu Klein, qui en sait quelque chose. Merci Chimpog. Prenez soin de vous, les temps qui arrivent risquent d'être durs. Je vais remettre la cam. Bébé. Donc le 19 mai dernier, c'est ainsi que le chef de son parti, depuis une manifestation... Ah oui, bah oui,
Ben oui, Olivier Faure, depuis une manifestation de policiers où il défilait avec l'extrême droite, créait l'émoi en déclarant que la police devait avoir un droit de regard sur la justice. C'était la fameuse petite phrase d'Olivier Faure. Et en effet, il n'y a aucune raison que la police ait un droit de regard sur ce que fait la justice. À force de trianguler, on perd sur tous les tableaux. Non seulement son électorat de gauche se détourne, mais ceux qu'on aimerait convaincre préfèrent invariablement l'original à la copie, souligne Manon Aubry. Il y a beaucoup de gens qui ironisent sur le fait que la droite, en ce moment, a fait, je sais pas si elle le fait encore, mais elle faisait beaucoup du truc Fabien Roussel, ça c'est du bon candidat de gauche. Alors déjà, on va peut-être pas se baser sur ce que dit la droite, sur qu'est-ce qu'un bon candidat de gauche et qu'est-ce qu'un mauvais candidat de gauche, parce que moi je trouve quand même que par exemple Sandrine Rousseau les a bien vénères, et moi je préfère qu'une candidate de gauche les énerve. Si toute la droite me dit ça super candidat, celui-là il est bien, celui-là je dis pas, ça c'est de la gauche sérieuse, bon bah là elle disait pareil de Manuel Valls, souvenez-vous. Donc on ne fait pas ça. On n'essaye pas de plaire à la droite, surtout que c'est des gens qui vont dire « Ah bah il est bien ce candidat de gauche », mais ils vont pas voter pour. Donc arrêtez de faire ça. Donc, Manon Aubry qui dit les gens ils vont inévitablement préférer l'original à la copie, évidemment. Manon Aubry, membre d'une formation qui fut elle aussi un temps tentée de faire quelques entorses à ses fondamentaux afin de conquérir le vote des fâchés mais pas fachos. C'était quoi face au drame de l'Aquarius, le gouvernement justifie sa passivité au moment de l'Aquarius. Sur l'immigration, mine de rien, ça n'a pas toujours été clair les positions de Mélenchon. Qui lâche souvent des trucs genre moi de toute façon je préfère que les gens y restent chez eux, etc. quoi. Merci Queen of Ban is back. Vous voyez, sur l'immigration c'est toujours un petit peu compliqué. Dimanche dernier, donc lors de son premier meeting national, Fabien Roussel s'en est tenu à une ligne très première gauche, merci Ikik. Très première gauche, se contentant de parler des hausses de salaire, emploi et fiscalité. Après s'être mis les verres à dos avec ses propos sur le Burkini l'an dernier, puis du fait de sa participation à la manifestation des policiers avec l'extrême droite au printemps, le candidat aura fini par faire amende honorable devant ses troupes cet été. Yannick Jadot a lui aussi changé de camp. Ouais, faire amende honorable, Yannick Jadot il a dit un truc comme ça a été mal compris. Mais bon, au fond, c'était peut-être pas le truc à faire, mais bon, je pense qu'il fallait le faire. Enfin, tu vois, c'était amende honorable, pas ouf, quoi. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a ces derniers temps donné des gages à un électorat ulcéré par un débat public obsédé par l'islam, l'immigration ou les thématiques sécuritaires, en popularisant le concept de créolisation. Invité sur TF1 le 17 novembre, date anniversaire du début de la mobilisation des Gilets jaunes, le candidat insoumis s'est aussi limité à égrener quelques propositions sociales contenues dans son programme, blocage des prix du produit de première nécessité, hausse du SMIC, titularisation de vacataires dans la fonction publique, afin de ne pas brouiller le message. Merci Siat de moi, yes. Paradoxalement, si l'intense concurrence à gauche a jusqu'ici pu conduire à une surenchère de propositions droitières destinées à se fondre dans le moule médiatico-politique pour mieux décrocher des invitations dans les matinales, la multiplication des émetteurs d'un même camp pourrait aussi avoir quelques bénéfices inattendus, à savoir déboucher sur une réactualisation de l'adage selon lequel, à défaut d'union, le nombre fait la force. On n'a pas de candidat commun, mais au moins on peut essayer de tirer tous dans le même sens, en jouant ainsi Yann Brossa. Donc, ce qui ne veut pas dire s'aligner sur le même langage. Loin des candidats issus des partis les plus institutionnels, Anas Kazib assume de marteler beaucoup. C'est par la cohérence qu'on impose des choses. Je dis marxisme, je dis bourgeoisie, je refuse d'effacer les antagonismes de classe, contrairement à la social-démocratie. Merci Walga. Je fais pareil, donc je suis d'accord avec cette stratégie. À milieu de Sandra Régol, qui considère que savoir parler avec quelqu'un, c'est choisir les mots pour être compris. Évidemment, c'est les Verts, donc ils ont un électorat plus bourgeois, donc il faut pas choquer le bourgeois, quoi. Faut pas lui dire bourgeois, déjà, voilà. Il faut sortir de la langue politicarde, poursuit la porte-parole de Yannick Jadot. La gauche crève de ne pas voir ça. Alors, qu'est-ce que t'appelles la langue politicarde ? Parce que Sandra Régol, moi je l'aime beaucoup, mais dire bourgeois et marxisme et antagonisme de classe, j'appelle pas ça de la langue politicarde. Hein ? Pas du tout. La langue politicarde, pour moi, c'est de parler des acteurs, citoyens, synergie, projets, machin, tu vois, sur des territoires. Ça, c'est de la langue politicarde. Redire antagonisme de classe, bourgeoisie et prolétariat, ça me paraît être des termes qui, au contraire, ont dégagé de la langue politique depuis trop longtemps et gagneraient un petit retour en force. Il me semble. C'est pas juste ça, Sandra Régol est pas de la même gauche que Kazib. Non, elle prétend elle-même être dans le franc-parler. Oui, non, mais bien sûr.
Ensuite, ensuite c'est l'heure du vote, hein, mine de rien, il est déjà 53. Putain, on va pas avoir le temps de faire grand chose. Sauf si je vous lâche à. Je veux vraiment raider. Je veux vraiment raider Wissam, donc faut pas que je vous lâche trop tard s'il termine à 23h. Donc, allez, on fait le vote. Tac, Paul. De quoi qu'on va parler? On commence par quoi? J'espère qu'on aura le temps au moins d'en faire deux. J'ai proposé donc les vieux et Zemmour. C'est des vieux qui parlent de Zemmour, des vieux de c'est un article du Monde, des vieux d'Antibes, où François Fillon avait obtenu plus de 50% au premier tour de l'élection 2017. Donc la candidature Zemmour intéresse grandement, mais le personnage, perçu au mieux comme un intellectuel, n'est pas considéré comme à la hauteur de la fonction présidentielle. Donc on va écouter des vieux bourgeois nous dire que non, Zemmour fait des diagnostics, mais bon, c'est pas très sérieux le doigt d'honneur. Ensuite, un article donc du coup sur Magali Berda, l'influenceuse qui pèse dans le monde de la télé-réalité et attise la curiosité du gouvernement. Donc ça veut dire qu'ils vont l'utiliser pas mal, et ça j'avoue c'est un peu en dessous de mes radars. Donc ça m'intéresse de voir qui c'est et comment il compte s'en servir. Guadeloupe, évidemment, l'émancipation. C'est quoi l'émancipation? C'est quoi l'autonomie? C'est quoi ces propositions de Sébastien Lecornu? Guadeloupe. L'émancipation, toujours questionnée, loin d'être adoptée. Akira 2022, pour en savoir plus, au-delà des clichés, qui sont ces gens, quel est le projet? Akira 2022, au-delà du happening, quel est le projet politique, quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'ils veulent provoquer? Migrants dans la Manche à Calais, les sauveteurs voudraient que ce drame éveille les consciences des gouvernants, parce que pendant ce temps-là, il se passe toujours des dingueries à Calais. Et je vais juste mettre Calais. J'espère que ça passe. Je mets 1 minute de vote seulement, pas plus. Et on se retrouve du coup dans 1 minute. Voilà. C'est bon, ça passe. Bon, très bien. Je vois que il y en a qui disent on s'en bat les couilles d'Akira, puis il y en a qui sont curieux, mine de rien. Merci Pandorea, on veut Akira parce qu'on a la flemme de se renseigner tout seul. Bah oui, j'imagine. Qu'est-ce qu'on en pense d'Akira? Moi j'en pense pas grand chose, hein. Juste j'ai vu le truc, je sais pas trop où ça va. Donc Akira 2022, on commence par ça, ensuite la Guadeloupe, très bien. Et ensuite Magali Berda, si on a le temps de parler de cette influenceuse. Bon, très bien, alors... Paillettes, fumigène fluo. Vous avez peut-être vu cette vidéo. Je vais regarder si on retrouve la vidéo Akira 2022. Je devrais trouver ça sur YouTube. On va commencer par regarder ça parce qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais vu ce truc. C'est fort probable. Ce truc de happening lundi matin, très bien. Ouais, bah oui, ça a été relayé par lundi matin. Vous connaissez ce site qu'on pourrait appeler ça c'est quoi la gauche lundi matin? C'est la gauche postmoderne. Je sais pas, moi je connais pas les termes techniques pour c'est un peu des situs, c'est des post-situs, je sais pas. Des post-situs insurrectionnels. Comment vous décririez vous la gauche lundi matin? Des appellos, ouais, c'est des appellos, des totos, des posts. Bon, on va. Alors, ça, c'est une vidéo du 20 septembre 2021. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai pas l'impression. Si, je crois qu'il y en a eu une autre entre temps, mais on va déjà regarder cette vidéo qui a été un peu le lancement, il me semble. Hein.
à tous. Quel plaisir de vous croiser en ces salons luxueux dans lesquels nous n'avons évidemment pas été invités. Quelle ironie de se dire que c'est ici, sous ces mêmes dorures, que fut jadis signée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Est-ce que cela ne vaut pas pour une invitation universelle? D'autant plus pour le message que j'ai à vous délivrer. Non, vous ne me connaissez pas. Et pourtant, d'une certaine manière, quand je vous regarde, je vois des frères et des sœurs. Quelque chose d'imperceptible qui fait de nous des voisins, des amis, des camarades. Partout, au-dessus de nos têtes, le ciel brûle. Et nous le regardons brûler, impassibles et impuissants. Comme vous, je vois le monde brûler. Je vois cette pandémie engendrée par l'exploitation de la planète emporter les plus faibles et les plus pauvres, justifier la fin des libertés et le règne de la surveillance. Je vois les puissants se réfugier dans leurs bunkers dorés alors que les océans sont en feu. Je vois ces gens écrasés, tués, humiliés à cause de leur couleur de peau. Je vois ces femmes et ces hommes agressés à cause de leur sexualité. Je vois ces femmes assassinées par leurs maris. Je vois ces dictateurs exterminer leur peuple. Je vois la Méditerranée devenir un cimetière. Comme vous, le monde m'a déçu. Il n'a tenu aucune de ses promesses. Non, vous ne me connaissez pas, et pourtant ce même feu ne brûle-t-il pas dans nos pupilles? Nous sommes les enfants d'une époque en flammes. Mais dans ces flammes, je vois de la colère et de la révolte. Je vois les peuples du monde entier se lever pour la dignité. Et mon ennemi, c'est le monde de la finance. Alors, qui c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? De qui on parle? De quoi on parle? Paillettes, fumigènes, fluo et révolution. Pendant la campagne présidentielle, des militants se revendiquant de la gauche radicale veulent rendre leur cortège de tête mainstream, quitte à se faire troller. Je crois qu'ils se sont bien, pour l'instant, ils se sont bien fait troller surtout. Bonsoir et Bibi, merci pour le bonsoir, pour l'abonnement. Et pour l'instant, les gens ont surtout cringé, comme vous l'avez dit dans le chat. Les gens étaient là, bon, ça cringe, quoi. Jusque-là, ça cringe. D'accord, mais au-delà du cringe, qu'y a-t-il? Rangée de CRS de part et d'autre de la foule, slogan antifa, gaz lacrymo, gilets jaunes et tout le monde déteste la police, scandé à l'unisson, le samedi 27 novembre à Paris, de Ménilmontant à Place Saint-Michel, à Paris, évidemment à Paris, des milliers de manifestants ont marché contre l'extrême droite et le racisme. Dans la manif, des drapeaux de l'Action antifasciste, la Jeune Garde, de Solidaire, du collectif Paris Queer Antifa ou du NPA, un cortège inhabituel sort du lot avec ses kawaii fluo, ses fumigènes bleu pétant et ses baffles qui diffusent Pookie d'Aya Nakamura. D'accord, donc je ne savais pas qu'ils avaient leur propre cortège maintenant dans les manifs. Donc on les reverra très certainement dimanche. Dimanche, je rappelle, manifestation contre Éric Zemmour, pour faire taire Éric Zemmour apparemment, à l'appel donc de Solidaire, de la CGT et encore une fois des camarades de la Jeune Garde. Une quarantaine de personnes, loups vénitiens artisanaux sur les yeux, se tiennent derrière une banderole argentée « Akira, révolution ou barbarie », ce qui évidemment rappelle socialisme ou barbarie. Ce sont les membres d'une nouvelle organisation, ce qui dénote quand même une culture de gauche marquée, quoi. Ce sont les membres d'une nouvelle organisation qui s'est fait connaître il y a 2 mois. On veut ramener de la joie dans la révolution, explique Jeanne. J'imagine que les prénoms ont été changés. Doctorante en sociologie à l'EHESS, à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, on est sur de l'universitaire quand même, un petit peu, doctorant en sociologie, c'est pas mal. Ouais, mais faut savoir si les sociologues, on les défend ou si on se fout de leur gueule aussi. Moi, je préfère aussi les défendre, les sociologues. Puis ils se disent peut-être, même en tant que sociologue, comment je peux être utile sur le débat public en n'étant pas juste la personne chiante sur le plateau de C'est ce soir ou de C'est politique. Qu'est-ce que je peux apporter d'un peu plus péchu? Bon, ils essayent ça. Le mercredi 3 novembre, au Sample, un lieu culturel alternatif installé dans une friche éphémère à Bagnolet, le collectif anonyme, il n'est pas anonyme le collectif, mais enfin, a organisé sa première session de recrutement. Ah, ils recrutent, merci Kaliaïev. Les sociologues, on défend leur taf, mais pas leur happening cringe. Ok. C'est pas de la merde la socio, s'il te plaît. Donc, une session de recrutement apparemment à Bagnolet. Sur place, une dizaine de curieux et 5 membres reconnaissables à leur masque doré pailleté. Il serait une trentaine à militer dans la petite structure, tandis qu'une centaine de personnes moins actives graviteraient autour. Parmi eux, des enseignants, des chercheurs, des étudiants, mais aussi une infirmière.
un cadre dans une ONG ou des salariés du privé. Tous habitent la petite couronne, mais pas Paris intramuros, tient à préciser Idriss, l'un des porte-parole d'Akira, 26 ans, professeur d'histoire géo dans un collège de Seine-Saint-Denis. Bah, de toute façon, tout ce qui est prof, vous savez, les intellectuels précarisés, là, ils ont plus les moyens d'habiter dans Paris. Ils sont à Montreuil, ils sont, je sais pas, ils sont ailleurs, quoi. Ils sont à Ivry-sur-Seine, ou peut-être en haut, dans le 93. Donc les membres fondateurs disent s'être rencontrés il y a plus de 2 ans. Certains pendant les manifestations des Gilets jaunes en 2018 ou celles contre la loi travail en 2016. D'autres encore ont fait connaissance dans des cantines solidaires autogérées de l'Est parisien, comme la cantine des Pyrénées dans le 20e arrondissement de Paris. Ils ne veulent pas citer les organisations militantes par lesquelles ils sont passés pour n'être affiliés à aucun dogme. Lucien, 30 ans, ancien journaliste passé par Sciences Po Paris, devenu vendeur, assume, lui, avoir été influencé par la philosophie autonome promue par le Comité Invisible. Ah, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé, ça. Le projet d'Akira m'a attiré parce qu'il y a l'idée de diffuser les pratiques de l'autonomie politique à des cercles beaucoup plus larges. Merci, Rextreme RXMM, qui dit rebonsoir. Bonsoir. Le projet Akira m'a attiré, donc voilà, les trucs de Toto, là, j'aime bien. Abonde Julien, un autre membre d'Akira croisé à la manifestation du 27 novembre confirme avoir fait partie de la mouvance autonome pendant des années et qu'il est loin d'être seul. Alors les totos, pour vous faire un brief, mais les totos, bon bah c'est ceux qui aiment pas les organisations politiques, qui aiment pas la verticalité, qui préfèrent une horizontalité la plus horizontale possible et qui vont être dans des mouvances plus insurrectionnelles, dans des états d'esprit un peu plus insurrectionnels, genre le cortège de tête, etc. Nous le bordel on est pour, le sbeul, etc. Mais pas de parti, pas de discipline de parti, ni discipline, ni loi, ni travail. On est dans des revendications d'une radicalité radicale. Voilà. Un objectif et des accointances politiques que les porte-paroles désignés d'Akira préfèrent taire pour garder une image mainstream. Ah, je trouve pas qu'ils aient une image mainstream jusque-là. On avait la volonté de créer une organisation qui soit la plus ouverte possible et qui nous sorte de l'entre-soi, de la logique affinitaire dans laquelle on crée des groupes entre potes qui se crament au bout d'un an. Défend Idriss, qui a notamment milité sur les bancs de Tolbiac, bien entendu. D'où l'idée d'un numéro de téléphone joignable par tous et de coups d'éclat qui s'appuient sur la viralité des réseaux sociaux. Revers de la médaille, depuis leur première apparition médiatique, une image très parisienne et un peu élitiste leur colle à la peau. Je crois que c'était, il y avait un peu de ça dans le chat, évidemment. En fait, je crois que l'idée, c'est au-delà des trucs Toto, de l'imagerie Toto, ils essaient de créer une autre imagerie qu'ils veulent plus mainstream. Le nom Akira, référence pop culture, les habits, référence un peu Matrix. Je crois qu'ils veulent faire un truc plus accessible que les trucs qui sont blindés de références très auto-référentielles, en fait, Toto, Antifa, machin, tout ça, quoi. Même si en fait c'est des Toto Antifa mais relookés. Ils ont essayé de repenser le truc. C'est le dimanche 19 septembre que le collectif fait parler de lui pour la première fois avec une vidéo YouTube sur la chaîne de Cerveau non disponible. On y voit une jeune femme masquée en veste scintillante, entourée d'hommes de main en blouson de cuir, débarquer sur le perron du musée Carnavalet, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, dans le 3e arrondissement de Paris. Elle annonce sa candidature à la présidentielle 2022. Nous sommes les enfants d'une époque en flammes, mais dans ces flammes je vois de la colère et de la révolte, je vois les peuples entiers se lever pour la dignité, déclame-t-elle sous les applaudissements des visiteurs. Alors évidemment c'était de la claque, les visiteurs c'était les autres potes de Akira qui donnaient de la claque, c'est-à-dire qui... applaudissaient au moment où il fallait applaudir pour mettre un peu d'ambiance, parce que j'imagine que les gens qui étaient là au musée Carnavalet dans la petite cour intérieure à siroter un petit thé à 6,30 € allaient pas applaudir d'eux-mêmes, donc bon. Un nom qui n'a... voilà. On m'appelle Akira, un nom pour tous et toutes, un nom synonyme à la fois de rage et d'espoir, un nom qui n'a ni parti, ni syndicat, ni lobby à remercier. Jeanne, qui a participé à l'organisation de cette happening, raconte qu'ils ont pu profiter d'un quiproquo. On était super stressés, à tout chronométrer, mais comme c'était les journées du patrimoine, les gens qui étaient là par hasard et les agents de sécu ont cru que c'était une performance, s'amuse-t-elle. Bah ouais. Bah oui, ça avait tout l'air, oui. Mais dans les milieux militants, la mise en scène est largement raillée pour son décor chic et son ton théâtral. C'est vrai qu'elle dit on est ici à l'endroit, déclaration des droits de l'homme, tout ça. Mais c'est vrai que ce que les gens ont retenu, c'est vous êtes à Paris, et c'est vrai que le décor faisait bourgeois, mais de ouf. Vous avez vu la vidéo, la mise en scène au départ, c'est plancher, moulure, etc. quoi.
Donc ouais, c'est vrai qu'on peut se dire ça. Il y a peut-être encore, s'ils veulent se la jouer pop culture et street, là pour le coup ça envoie un contre-message. Mais dans les milieux militants, donc ça on a dit, la mise en scène est raillée, c'est un happening du cours Florent. C'est quoi cette merde de bourgeois hipster ? Sur Twitter, les moqueries et les insultes fusent, mais les révolutionnaires ne se démontent pas. On s'était déguisé en bourgeois, dit Jeanne. L'idée, c'était justement de reproduire les codes traditionnels d'une campagne pour dénoncer la blague de l'élection présidentielle. Ah bah ça marche pas ça. Moi, c'est comme quand au début d'ouvrir les guillemets, je mettais une écharpe pour faire style Christophe Barbier, mais au second degré, les gens, ils ont juste retenu que j'avais une écharpe, et ça me rendait d'emblée antipathique. Donc je pense que imiter les bourgeois pour dénoncer les bourgeois, je crois pas que ça marche, en fait. Surtout l'image, en fait. L'image c'est important, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on voit en premier et c'est ce qui va rester. Et je crois que là l'image était pas excellente. On n'est pas des bobos du 11e et nos actions balayeront rapidement ces critiques. Très bien. L'objectif de la campagne Akira 2022, c'est justement d'occuper l'espace médiatique que représente l'élection présidentielle. Malgré le bad buzz, le pari est réussi puisque Mediapart puis Le Monde publient des articles après l'annonce de la candidature atypique. Au Sample, donc le lieu où il se retrouvait, où il faisait des trucs... au Sample, la sociologue Jeanne développe devant les nouveaux venus: ça va être un grand moment de triomphe des idées libérales, réactionnaires, voire fascistes. Ouais, il me semble. On veut investir ce moment d'attention médiatique pour rendre massivement visible un discours radical qui n'est jamais relayé par les candidats du pouvoir. Bah, ils servent à quoi, Poutou et Kazib ? Alors parce qu'eux, ils relaient déjà... Enfin, ils font déjà ce boulot-là. Si c'est juste faire ça, je veux dire, Poutou et Kazib le font avec un peu plus de bouteilles. Ils sont présents dans les luttes, eux aussi, d'ailleurs. Merci, Master in Paris. Jeanne au secours, oui, évidemment. L'argument convainc Zoé, transgenre de 19 ans et adepte de Free Party, qui s'est déplacée pour en savoir plus sur Akira. Cette campagne, on n'a pas d'autre choix que de se battre. Avec Macron et maintenant un Zemmour qui est en feu, moi, ça me fait peur. Idriss ajoute que la candidature est sérieuse et qu'ils vont aller chercher leurs 500 signatures. Bon courage. On souhaite imposer l'idée d'une candidature collective et la question de savoir si on met ou non si on met un non ou pas sur le bulletin de vote est encore en discussion. En tout cas, pour le moment, on souhaite demander au maire de soutenir Akira et pas une candidature individuelle. Ouais, je crois que vous planez un peu là. Je les vois pas réussir quand même ce truc. Tiens, je vois qu'il y a vraiment, c'est vraiment Anas là qui est dans le chat. Bon, t'aimes bien Anas tu les connais ? C'est des copains Akira 2022 ou pas ? Rendre la révolution instagrammable. L'autre point fort sur lequel veut s'appuyer le collectif, c'est son esthétique. Ouais, moi il me semblait que justement ça cafouillait un peu à ce niveau-là, parce qu'au début, envoyer les contre-messages de trucs bourgeois, machin, c'était pas ouf. Le nom est inspiré d'un célèbre manga japonais, Cyberpunk, de Katsuhiro Otomo, paru en 1984 et 93. Merci, fils de Trotsko et Sirius. Donc le manga, ça on l'a dit. Un orphelin, donc l'histoire d'Akira, un orphelin qui a un pouvoir psy, là, un orphelin capable de détruire le monde cauchemardesque qui l'entoure. L'idée, c'était de trouver quelque chose qui ne sonne pas sectaire comme UCL, l'Union communiste libertaire, qui soit joli, ça fait pas sectaire, Union communiste libertaire, au moins c'est clair, au moins on sait ce que c'est, qui soit joli et participe du mystère qu'on entretient. Ouais, peut-être. Le problème du mystère, c'est qu'on est à ça du malentendu parfois quand même. Révèle le prof Driss. On veut se démarquer de l'esthétique militante classique qui utilise des codes de reconnaissance excluant le plus grand nombre et de s'en servir comme un outil au service de la lutte. Bon, ça j'avais compris un petit peu. Merci en tout cas pour la force. Quand on aura 500 parrainages, je te mettrai en copie. T'as dit ça, je te mettrai en... Ah non, je mettrai une cape. Je mettrai une cape. Mais oui, pour faire le truc pop quoi. Donc, machin, l'esthétique, ouais bon, ok. Anna, psychologue de 50 ans qui vote aussi bien NPA que vert, a vu une... Faut lui expliquer que c'est pas la même chose. A vu une des affiches noires épurées, rejoint la révolution d'Akira. Elle a vu une affiche comme ça dans la rue, dans le 19e. Séduite, elle a envoyé un SMS au numéro indiqué. Ça a attisé ma curiosité et vu qu'il y avait de l'arabe, je me suis dit que ça avait pas l'air facho. Toujours ça de prix.
Une stratégie du mystère qui a en partie fonctionné. Le jour de notre action au musée Carnavalet, c'était la folie totale. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, se souvient Jeanne, qui estime qu'ils ont reçu des milliers d'appels. Ceux qui prenaient leur téléphone tombaient sur un répondeur automatique. C'est bien Akira, vous souhaitez rejoindre la révolution, on vous rappelle bientôt. Putain, ça se trouve c'est des flics depuis le début. Ça se trouve c'est des flics. Vous êtes un révolutionnaire mobile du cortège de tête. Appelez ce numéro et laissez-nous vos coordonnées. Putain, ce serait fou ça. Ce serait malin. C'est trop malin pour les flics, mais ce serait malin. En tout cas, ils ont un listing maintenant. Est-ce qu'ils ont pris la peine de faire un listing ? Vous savez que le listing c'est le nerf de la guerre hein, dans les campagnes. Plus t'as un gros listing, plus tu peux mobiliser des soutiens, etc. Constituer des listings, c'est important. Merci Ace7, content de te retrouver sur Twitch. Donc, le répondeur, tout ça, il est tombé sur le répondeur. Un mois plus tard, le 18 octobre, l'équipe a envoyé son formulaire toujours en ligne sur le site à tous ceux qui les avaient joints. On a reçu environ 1000 formulaires, dont pas mal de trolls d'extrême droite, mais quelques 500 retours sérieux, affirme Idriss. Mais depuis leur première action au musée Carnavalet, Akira n'a pas vraiment répondu à la promesse et les initiatives se font attendre. Le 22 novembre, le groupe a bien organisé une journée de formation au sample, mais l'entraînement au déplacement collectif en manifestation a dû être remplacé par des exercices pour gérer le stress à 2 ou 3. Trop peu de monde a répondu présent. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Merci. The Schnurf. Et ça va être quoi ensuite ? Ça va être la communication non violente ? Non, ça c'est pas leur truc normalement, la communication non violente. C'est vrai que le truc pour gérer le stress, ça fait pas trop collectif quoi. À la limite des trucs méthode Alinsky pour interpeller dans la rue, machin. Bon, ça c'est la mode depuis 10 ans, tout le monde fait ça. Enrôle-toi chez... Bon bah voilà, hein. Écoutez, vous en savez plus sur Akira, on en saura plus. En effet, on attend qu'il passe la seconde pour voir ce que ça peut apporter à la campagne. Mais je les vois pas trop. Moi, à la limite, si votre truc c'est la com, faites de la com, faites des trucs stylés, je sais pas, des actions... Ouais, des trucs à la Greenpeace, quoi. Déployer des banderoles, faites de la provoque... je veux dire, ça peut être pratique à cet égard d'être masqué, tout ça. Même si je me demande si le fait d'être masqué fait pas qu'ils sont déjà pas tous fichés finalement. Les gens se sont dit, peut-être les services de renseignement intérieurs se sont dit, ils sont masqués. C'est le moment de prendre les noms là et de faire une petite enquête de voisinage. C'est qui, c'est Gugus ? Ça se dit insurrectionnel, voilà. Ouais, je pense qu'ils sont déjà tous fichés. Enfin bref. Vous aviez voté pour ça, on a lu ça, on en saura plus dans les semaines à venir j'imagine, et on verra certainement leur cortège, je le répète, à la manif de dimanche. Merci Mister Mixer, j'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse, j'ai juste à l'attendre qu'il me charge, l'esquiver, lui donner de bonnes patates dans la tête. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, voilà pour Akira. Ensuite, on a dit la Guadeloupe, la promesse d'émancipation, le truc lancé... Ah oui, vous pouvez soutenir Street Press aussi, évidemment, vous l'avez vu, le journalisme de qualité coûte cher. C'est terrible, en ce moment, toute la presse indépendante est en mode, à réclamer des sous. Alors c'est Blast, Radio Parleur aussi, Radio Parleur qui a besoin de vous. Tout le monde a besoin de vous, hein, si vous voulez... offrir peut-être à Noël des abonnements pour la presse indépendante, ça peut être une idée cadeau à Noël pour votre cousin, votre oncle, votre frère, votre soeur, vos parents, ça va aider aussi, mais en ce moment je crois que la presse indépendante galère un petit peu, je vous le dis. Donc l'émancipation de la Guadeloupe, on en est où ? Toujours questionné, loin d'être adopté. À un moment le gouvernement était déjà stylé, n'importe quoi, le gouvernement était stylé. Le gouvernement... était agacé parce que ces questions d'obligation vaccinale, notamment pour les soignants, ne passaient pas en Guadeloupe. Il y a tout un contexte, hein, évidemment, on en a parlé dans Backseat jeudi. Le contexte, évidemment, le chlordécone, enfin, il y a une grosse méfiance à l'endroit de l'État central, de la métropole, etc. Merci Coco Lastico, merci Colinox, à nos camarades d'outre-mer. Et donc, voilà, l'obligation vaccinale ne passant pas, pour les soignants, je rappelle, l'obligation vaccinale, le pass sanitaire non plus, on voyait que la Guadeloupe n'était pas très très vaccinée, et ça a fini en insurrection, enfin j'exagère à peine, mais ça a fini en désordre urbain, en contestation de rue, et je crois que le gouvernement a été un peu saoulé, et le cornu a lâché le mot autonomie. Bon bah s'il nous casse les couilles, autonomie. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, hein, donc ça veut dire Amandine Asensio pour Mediapart est allée à Pointe-à-Pitre, j'imagine, ou en tout cas c'est une correspondante de là-bas, une pigiste de là-bas, qui a envoyé son article depuis là-bas, et elle nous raconte ce qui se passe sur les barricades
De la Guadeloupe, voilà. Alors, rappel important, laisser bâtonner comment l'argent détruit le journalisme de Sophie Eustache, on en a évidemment déjà parlé ici. Sur la barricade de Montebello, l'une des places fortes de la contestation actuelle en Guadeloupe, si tout part du Covid, les conversations finissent très vite par obliquer sur le rapport à l'Hexagone. Alors ça c'est fou, parce que j'ai écouté le matinal de France Q avec Guillaume Erner. Je râle souvent ici sur la matinale de France Q, mais franchement il y a de quoi. Et là c'était scandale de Vandal. C'était sur la Guadeloupe, hein, c'était la semaine dernière, dans voilà, les invités du matin, tac, et je sais plus qui était invité, mais les invités étaient bons, hein, les invités étaient très bien, c'était des bons invités, ils ont tout bien dit les trucs, ils connaissaient leur sujet et tout, mais alors là t'avais les questions de Guillaume Erner, et Guillaume Erner, vraiment sa ligne tout le long de l'interview, c'était insupportable. C'était vraiment de dire, mais c'est des complotistes, mais regardez, ils sont complotistes. Et il avait que ça à la bouche. Aucune analyse plus loin que ça, ni même se demander pourquoi il y a cette défiance face à ce que fait l'État, ce que fait le ministère, etc. On envoie quand même des blindés, hein, Darmanin envoie des blindés, etc. Il y a, je rappelais dans Backseat jeudi que la Guadeloupe, il se passe des trucs, il y a une longue histoire de résistance en Guadeloupe qui commence très tôt, face à Napoléon notamment, et puis évidemment ensuite, avant mai 68, il y a 67 en Guadeloupe, donc il y a une longue tradition, à la fois une tradition de résistance, mais aussi une tradition syndicale, et le Covid là-dessus, bon, c'est la dernière strate d'un truc qui est beaucoup plus épais que ça, et tu voyais Guillaume Erner qui était focus sur le mec, attendez, c'est quand même un peu des conspirationnistes, c'est quand même complotiste, c'est un peu comme les gilets jaunes, c'est des sauvages, enfin c'est des idiots, bref. Merci Osamuel, merci Kibioto, The Sandwich Artist, et c'est tout, voilà. Avant, tu aimais bien Guillaume Erner? Non, ça fait 3 ans que je rage sur Guillaume Erner dans mes lives. Donc comme le dit du coup cet article directement, c'est-à-dire le cœur du truc, c'est pas forcément le Covid, tout part du Covid, mais les conversations finissent très vite par obliquer sur le rapport à l'Hexagone. La Guadeloupe, c'est en nous. Peut-on entendre régulièrement, alors évidemment je ne ferai pas l'accent et je suis sûr que je prononcerai très mal tout ça, mais voilà, donc ce qu'on peut entendre régulièrement comme une résurgence de la mobilisation de 2009 lors des grandes grèves autour de la vie chère, ah oui on peut parler de 2009 évidemment, où ils ont obtenu des trucs à l'époque, notamment sur les salaires minimums et sur le blocage des prix, les prix en Guadeloupe c'est toujours une dinguerie. Donc lors des grandes grèves autour de la vie chère, donc la profitation, mais aussi de l'identité guadeloupéenne qui avait secoué l'île antillaise durant 44 jours, parce qu'il faut aussi rappeler que la Guadeloupe, il y a des bourgeois aussi là-bas, évidemment, les bourgeois c'est des héritiers de bourgeois, évidemment, et donc si on remonte un peu, en fait les bourgeois, voilà, c'est des blancs, c'est des béquets, c'est encore eux qui contrôlent le commerce, c'est encore eux qui contrôlent plein de trucs, et pendant que les gens galèrent à avoir accès à des services publics essentiels, à avoir accès à l'eau, je crois que c'est un foyer sur 3 qui a des difficultés d'accès à l'eau courante. Merci Gyrus en dentelle. Et tout ça pour se faire exploiter par quelques familles qui tiennent, héritiers des béquets, des colons bien sûr, quelques familles qui tiennent l'essentiel de l'activité économique de là-bas. Et on rappelle que le scandale du chlordécone, c'est précisément ces béquets, ces familles qui ont demandé à l'État central l'autorisation de continuer à exploiter, à utiliser, à vider leur stock de chlordécone, à pouvoir continuer à l'utiliser là-bas, alors que dans l'Hexagone, c'était fini le chlordécone, on arrêtait avec ça, on savait que c'était dangereux, on savait que c'était sale, mais c'est ces familles-là, vous voyez qu'il y a un lien, c'est pas seulement l'État, c'est l'exploitation, c'est la profitation, donc, et c'est l'exploitation de ces capitalistes-là locaux, qui Ah, bonjour Canard PC, on est sur des réjouissances ici. Merci Zanatar. Vous voyez qu'il y a un lien, c'est pas juste l'État central, c'est pas juste le Covid, c'est tout un contexte, et tout un contexte d'exploitation et de territoires qui sont maltraités quand même depuis le début, en fait. Bref, cette fois-ci, l'obligation vaccinale des soignants et l'application de la loi du 5 août, notamment les suspensions de soignants réfractaires au vaccin contre le Covid-19, ont mis le feu aux poudres. C'est l'affront de trop
protesté Maïté Hubert Mtumo, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, l'UGTG, syndicat créé en 1973 avec l'objectif de devenir indépendant et qui vilipende régulièrement l'action de l'État. Mais la critique de l'État français n'est pas uniquement portée par les syndicats ou les militants, les élus locaux, notamment ceux des collectivités majeures, fustigent régulièrement un État trop présent ou pas assez, une absence de concertation et regrettent d'être les comptables de décisions prises à Paris, au point de demander des compétences en plus. À titre d'exemple, le président de région Harry Chalus, ex-LREM, ah oui, lui d'ailleurs, apparemment il gueule contre le cornu, a annoncé en 2020 avoir demandé l'habilitation qui permet aux collectivités des Antilles-Guyane d'adapter des lois hors de leurs compétences habituelles sur l'eau. Bah oui, il y a ce truc-là de si l'État central est pas foutu de faire ça correctement, et ben tant pis, on demande les compétences. Avec les compétences, normalement, vont les budgets ou une capacité à lever l'impôt, et encore, voilà. Mais en tout cas, ça devrait aller avec des compétences. Normalement, faut mettre des budgets. Si tu mets des compétences sans budget, ça va être compliqué. Mais bon, du coup, l'idée de, très bien, vous voulez pas le faire, vous savez pas le faire, ou en tout cas, vous en foutez, je crois que c'est surtout ça, on va le faire. Nous devons pouvoir décider ensemble de l'avenir de nos collectivités. La Guadeloupe est en mesure de gérer directement un certain nombre de compétences et il me semble que l'État ne devrait conserver que ses fonctions régaliennes, expliquait le président de région lors des auditions au Sénat à propos du projet de loi sur la différenciation territoriale. Sur la question de l'obligation vaccinale, maires, présidents de collectivités et parlementaires ont demandé une adaptation de la loi au contexte local. La situation de l'île illustre la nécessité d'une plus forte domiciliation locale au pouvoir de décision, indiqué dans un communiqué Guy Losbar, président du GUSR, Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable, un parti local plutôt classé à gauche, d'où sont issus le président de région et celui du département. La domiciliation locale du pouvoir est une notion qui n'est pas précise, ni sur les pouvoirs en question, ni sur leur exercice, précise Didier Détouche, maître de conférence à l'Université des Antilles et essayiste, auteur de l'ouvrage Du département au pays d'outre-mer, le choix de l'autonomie pour la Guadeloupe. Mais tout le monde s'en saisit, remarque encore l'universitaire. Merci Kimiro, qui dit Pipo Mantis 2022, évidemment, bien sûr. Alors, quand, dans son allocution télévisée du 26 novembre, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, beaucoup critiqué pour ne pas y être allé, maintenant je crois qu'il est parti aux Antilles, là. Je crois qu'il commence par la Guadeloupe, ensuite il va aller en Martinique. Mais pendant longtemps il n'y était pas. Alors les reproches qui lui avaient été faits à Sébastien Lecornu, c'était justement d'être très occupé par la campagne d'Emmanuel Macron dans laquelle il entend tenir une bonne place, et là voilà, il était occupé à créer un réseau d'élus, voilà, pour faire signer une pétition à 600 maires, je sais plus quoi, j'ai vu ça dans le Monde, et il y a même des gens chez LREM qui ont dit Lecornu c'est bien mignon, mais il faudrait peut-être qu'il s'occupe de ce qui est des compétences de son ministère plutôt que de foutre toute son énergie. Donc vous voyez encore une fois le mépris, c'est-à-dire le mec est ministre des Outre-mer et il est plus occupé par la réélection de son patron, ça l'occupe plus que de s'occuper de ses compétences. Mais là je tourne en boucle, je redis la même chose. Donc là il a fini par faire une allocution télévisée, donc le 26 novembre, et il a expliqué que pour sortir de la crise, liée selon lui au refus d'appliquer une loi de la République, faut commencer par dire que évidemment ils sont indisciplinés, il fallait peut-être aborder la question de l'autonomie. Puisque vous êtes indiscipliné, on va vous laisser vous démerder sur un certain nombre de sujets. Donc la question de l'autonomie. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Moment inapproprié pour les uns, à côté du sujet pour les autres. Merci Evelyne N. C'est vrai que oui, c'est pas forcément le moment. Quand on demande une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités, on ne parle pas d'autonomie mais de responsabilité, a réagi Marie-Luce Panchard, vice-présidente de la région, et chacun de rappeler que cela doit se faire en consultation avec la population. Au référendum de 2003, qui questionnait, je ne m'en souviens absolument pas, je me souviens même pas qu'il y avait eu un référendum en 2003. Lecornu est aussi très occupé par son département de l'Eure. Ce mec est une imposture, jamais là où il faut. Après, un député n'est pas censé être dans son département, c'est un député de la nation, il est censé être à l'Assemblée nationale et dans les travaux parlementaires, pas nécessairement être dans son département, il n'a pas de compétences sur son département, ça c'est le président du département qui a ces compétences-là. Donc, c'est le petit point Jean Massier. Derrière cette question... Voilà, il y avait eu un référendum apparemment en 2003 qui questionnait la possibilité de mettre en place une collectivité unique en Guadeloupe. Les votants, à peine plus de 50% des inscrits, avaient répondu non à 72%. Derrière cette question de la réorganisation administrative, il y avait un autre sujet sous-jacent, celui d'une forme d'émancipation, selon Olivier Nicolas, premier fédéral du PS de Guadeloupe, également secrétaire national aux Outre-mer du PS. À l'époque, nous avons fait campagne pour le non à la collectivité unique, mais par amalgame, on nous a fait porter la faute de la non-évolution statutaire de la Guadeloupe.
Guadeloupe. Les socialistes en 2019, alors à la tête du département, lancent un congrès des élus, instance ultramarine chargée de proposer des évolutions institutionnelles ou des transferts de compétences vers les collectivités locales d'outre-mer. Merci P. John, content de te revoir sur Twitch, bon courage pour cette saison prolifique. Oui, c'est vrai que c'est prolifique. Et c'est pour ça, vous l'avez compris, que je suis moins présent ici. Donc les socialistes, machin. Le contexte, c'est la révision constitutionnelle autour d'un droit à la différenciation initiée par le gouvernement, la mise en œuvre de la loi NOTRe et de ses changements institutionnels locaux, notamment la création des agglomérations. C'est vrai que Macron est vraiment là-dessus, d'essayer de casser un petit peu les rapports, comment dire, les institutions, les rapports entre les institutions. Par exemple, la collectivité de Lyon, là, le département qui devient la métropole, en fait tu changes, ça veut dire que le territoire français, c'est plus uniquement des départements, il y a des endroits où en fait on fait différemment. Voilà, le principe de différenciation, on peut commencer à imaginer des territoires dans lesquels on va faire un peu différemment. Donc dans ce cadre-là, rappelle Olivier Thomas, en fait il s'agit d'une révision constitutionnelle, mais bon, c'est encore très vague. C'est du cas par cas par définition, la différenciation. Au terme du premier congrès de juin 2019, les élus étaient tombés d'accord pour une évolution institutionnelle de l'île. Mais la réflexion, poursuivie en décembre, a été stoppée net par la pandémie, bah oui, fatalement. La crise du Covid est venue rappeler cruellement la dépendance du territoire aux importations de vivres et de produits en tout genre, plus de 95% des produits consommés, et à quel prix, vous le savez sans doute, c'est des prix, faut s'imaginer, les gens gagnent pas beaucoup plus, mais c'est des prix qui sont majorés de 25 à 30% par rapport à ce que vous avez dans l'Hexagone, à tel point que le MEDEF a même proposé un projet de jardin créole au lendemain des premiers confinements visant à développer la souveraineté alimentaire locale. Une nouvelle forme de patriotisme portée par de nombreux militants depuis des années pour lutter contre la profitation. Une nouvelle génération de militants est en train de se structurer, héritière des pères patriotes de la première heure, indique Laurent Makiaba, porte-parole de l'Alliance nationale Guadeloupe. Le sentiment nationaliste existe en Guadeloupe, mais très porté sur la dimension culturelle. Une nouvelle génération. Alors que le parti veut constituer des groupes de travail sur les différents sujets pour connaître les besoins du pays et trouver les réponses par nous-mêmes sans avoir d'idées préconçues sur la forme juridique de l'émancipation que nous voulons, l'autonomie c'est à minima, l'indépendance à maxima. Donc l'autonomie c'est à minima, l'indépendance à maxima. Mais bon, là, encore une fois, les débats n'ont pas commencé. N'ont pas eu le temps en tout cas de se tenir à cause de cette histoire de Covid. Au régional, une liste nationaliste, la première depuis des années, constituée avec une alliance de mouvements patriotes, est arrivée 3e, rassemblant 10% des rares votants. Une preuve pour ses partisans de l'engouement pour ces idées, dont le renouveau est lié à leur diffusion par les réseaux sociaux, et une certaine jeunesse qui a réussi à briser les plafonds de verre pour entreprendre, s'enrichir, s'affirmer. Une génération qui connaît aussi les enjeux de résilience territoriale de son époque. Il y a des jeunes... Je pense que c'est aussi en lien avec le renouveau des discours antiracistes, des coloniaux aussi, qui doivent prendre aussi auprès de la jeunesse et donner des orientations un petit peu différentes à tous ces nouveaux jeunes cadres de la gauche ou des mouvements autonomistes, etc. Donc il y a des jeunes entrepreneurs, artistes, salariés de toutes les catégories sociales ici ou ailleurs qui sont guadeloupéens et qui veulent construire leur pays. Rappelle Raphaël Lapin, docteur en droit et jeune politicien de l'île, qui défend l'accès à l'autonomie du territoire. La France est déjà une république fédérale qui s'ignore. Il y a des spécificités pour l'Alsace, pour la métropole du Grand Lyon, voilà, je vous disais, de toute façon c'est le truc que je connais, et chaque outre-mer ne fonctionne pas comme les autres. C'est vrai qu'il y a des départements et il y a des territoires, mais la Guadeloupe, c'est un département. Se rappeler mai 67. Mais c'est vrai qu'en mai 67, l'État central a du coup, je pense porté un coup rude aussi au mouvement social guadeloupéen, où il y avait beaucoup de communistes aussi à l'époque dans ces mouvements-là. Et je crois qu'il y a eu des morts, la répression a été assez terrible, et que ça a dû couper les ailes aussi de ce mouvement-là. Mais d'ailleurs, c'était le but, de foutre en prison ou de calmer les leaders du moment pour que les gens se tiennent tranquilles encore pour 20 ans, qu'ils apprennent la leçon. Ça ressurgit, ça. Tu peux pas obtenir la paix sociale comme ça à jamais. Merci Sky to the Stars. Donc pourtant, l'autonomie est encore regardée avec méfiance, car même si dans les moments de crise, l'État français vient prêter main forte, et de l'argent, comme à Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma en 2017, ou en Polynésie en août 2021 pour lutter contre le Covid, la crainte de perdre en dotation ou en acquis sociaux reste forte dans la population, acquise à l'idée, mais moins à sa concrétisation. C'est-à-dire que donner l'indépendance, mettons, sans donner de réparation pour un territoire qui a été exploité, etc., tu peux avoir la trouille de dire en fait la France va nous abandonner
avec zéro moyen, ou presque. Il va devenir quoi des capitaux, par exemple, des riches béquets de l'île. Ils vont faire quoi, ceux-là ? Ils vont rester, ils vont partir, ils vont planquer ça ailleurs. Est-ce qu'il va être possible de... Voilà, donc pour l'instant aussi, les subsides de l'État central, au moins c'est un truc qu'on sait qui arrive, quoi. C'est toujours les mêmes qui possèdent, mais ça risque d'être toujours les mêmes qui possèdent. Et puis le débat reste technique, constitutionnel, juridique, bien loin des questions immédiates de la vie quotidienne, d'autant qu'il est animé par les élus, plombé par une défiance sans précédent, notamment due à une incapacité chronique à résoudre les crises, pas d'eau, pas de transport, une gestion des déchets compliquée, des collectivités ruinées, la crise de la démocratie est profonde en Guadeloupe, de quoi rebuter les velléités nationalistes populaires qui, dans la crise du Covid, ont montré une forte appétence pour les fake news plutôt que pour l'expertise juridique et statutaire. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes dans la rue qui manifestent que le sentiment est partagé et que tout le monde est prêt à sauter dans l'indépendance, constate Danick Zandronis, fondateur du média Caribe Creole News, d'obédience nationaliste et qui se définit comme un journaliste militant. Et lui, pourtant, dans un média d'obédience nationaliste, il admet lui-même que c'est pas parce que les gens sont vénères qu'ils veulent nécessairement l'indépendance, quoi. Les manifestations importantes comme celle du samedi 27 novembre, où des milliers de personnes ont défilé dans la rue, ou même celle de 2009, ce sont des moments. Il y a encore du travail à faire, il faut continuer à informer, contre-informer quand c'est nécessaire pour donner un autre point de vue. Diversion pour les uns, mépris pour les autres, l'autonomie proposée par le ministre rassemble sur un point, l'émancipation quelle que soit sa forme, cela se prend et au rythme que le pays décidera. Ce n'est clairement pas le moment de parler de ça, balaye d'un revers de la main Elie Domota, leader du LKP, qui est donc la grande figure du mouvement contre la vie chère en 2009. Nous avons une plateforme de revendication à satisfaire en premier lieu. Voilà, l'idée de on va foutre, c'est vraiment une diversion, quoi. Le truc de le cornu, c'est ça, parlons d'autre chose. Très bien, et j'espère que vous en savez un petit peu plus. Moi j'en sais un petit peu plus du coup sur comment c'est reçu cette sortie de le cornu, je ne savais pas. Donc voilà, très bon choix d'avoir mis ça dans le vote, merci d'avoir voté pour ça. Une différence entre les nationalistes et les indépendantistes dans cette situation, je sais pas. Mais j'imagine que non. Bah non, indépendance c'est l'indépendance, c'est pas l'autonomie. Donc c'est des nationalistes, si tu veux l'indépendance c'est que t'es nationaliste. J'imagine que c'est la même chose si j'essaie d'être logique. C'est pas les questions que je maîtrise le plus, hein, cela va de soi. C'est pour ça qu'on lit des gens qui sont sur place et on essaie de se faire une idée ici. Voilà, merci. Donc cet article d'Amandine Asensio depuis la Guadeloupe, depuis Pointe-à-Pitre en l'occurrence. Et enfin, le troisième et dernier article, parce qu'il est déjà 21h35, Magali Berda, l'influenceuse qui pèse dans le monde de la télé-réalité et attise la curiosité du gouvernement. Donc moi, je lis ça parce que je ne connaissais pas cette femme. On est dans la collection des articles Fragments de France que vous aviez bien aimé il y a 2 semaines. Et donc, elle est à la tête d'une agence, l'agence Shona Events, et c'est une tropézienne de 40 ans. Elle est puissante sur les réseaux sociaux et échange avec des ministres qui veulent élargir leur audience auprès de la jeunesse. Alors, est-ce que c'est elle qui fait l'interface, par exemple, entre Gabriel Attal et des influenceurs, influenceuses, etc., comme on a pu le voir, on en avait parlé dans Ouvrez les guillemets la saison dernière. Merci pour ton 11e mois, Brightex. Donc on va regarder un petit peu ce portrait et voir comment, dans le cadre de l'élection présidentielle, le gouvernement entend utiliser ce canal-là, hein, qui permet d'élargir son audience, de parler à des publics auxquels il ne parle pas nécessairement. De toute façon, vous le voyez, hein, dans la première partie de Backseat, vous avez vu le nombre de gens qui viennent, dans la première partie, donc les invités plutôt influenceurs, machin, qui nous disent qu'en fait, ils suivent pas l'actualité. Ils suivent pas l'actualité, mais ils suivent peut-être des influenceurs, des influenceuses, et ça, c'est le cas de beaucoup de monde pour qui l'actualité politique, ça paraît chiant. L'actualité tout court, c'est même anxiogène, on sait pas quoi regarder, il y a de la méfiance, il y a de l'ennui, tout simplement. Hein. Et il y a des complexes aussi qui font que l'actualité je m'y intéresserai plus tard, je sais pas, je vais pas tout comprendre, je veux pas être manipulé, etc. Mais par contre c'est des gens qui suivent les influenceurs, influenceuses, vers lesquels on pourrait ramener des gens du gouvernement. C'est en tout cas apparemment le boulot de Magali Berda à la tête de son agence, l'agence Mémé. Bonjour Mémé. Non, c'est pas l'agence Mémé, c'est que Mémé me grimpe sur les genoux, l'agence Shona Events. Donc ce portrait, cheveux teintés, blonds, nourris à la kératine et aux extraits de caviar. Voyez-vous ça ? Visage radieux, tout juste massé par un soin aux extraits de feuilles d'or. Waouh ! Ça commence sec. Merci Théobaldo Fofo. Merci pour ces lectures fort intéressantes. Mais tu me grimpes pas dessus. À la limite, tu vas sur le truc là.
T'es bien là quand t'es là-dessus. Et tu sais le faire, hein, tu sais tenir là-dessus. Je sais bien. Voilà, t'es bien là. Donc, du caviar, des feuilles d'or, etc. Jambes affûtées, croisées de 3/4, hissées sur des escarpins loup-boutin, serties d'une lanière brillante jetant des éclats sur ses quelques bijoux. À Tours, venant parfaire son allure de reine des réseaux sociaux, il serait aisé de s'arrêter là, en rencontrant Magali Berda, la fondatrice de Shona Events, agence numéro 1 d'influenceurs en France. Putain, c'est pas de la merde! Agence numéro 1 d'influenceurs, ah oui, ça pèse. Une femme qui incarne le milieu décrié de la télé-réalité et affiche sa vie en photo retouchée sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du sujet Vincent Manilève. Suivez la chaîne de Vincent Manilève si vous voulez en savoir plus sur ce milieu-là, ce monde-là, que moi, finalement, même en tant qu'influenceur, je connais pas si bien que ça. Mais d'autant plus qu'en effet, il y a beaucoup de liens entre le monde des influenceurs et le monde de la télé-réalité. Vincent Manilève documente ça à merveille. Je vais voir si je vous trouve pas d'ailleurs sa chaîne. Vincent MNV, je crois. Vincent, je crois qu'il y a un underscore. Il fait des lives en général le dimanche après-midi. Un truc comme ça. Putain, je trouve pas sa chaîne. Bon, s'il y en a qui ont sa chaîne. Ou alors je regarde sur Twitter peut-être. Hop. Mais franchement, il fait de la bonne veille. Il fait des articles. C'est lui qui avait écrit un bouquin aussi sur YouTube. Je sais plus comment ça s'appelait, mais j'avais fait un entretien avec lui dedans. Et ben je le retrouve pas, putain. Vincent, t'es où? Je sais, on perd du temps, mais je veux vraiment que vous vous abonniez à sa chaîne Twitch et que vous... MNV, Vincent MNV, ça doit être tout collé aussi, j'imagine, sur Twitch. Du coup, c'est ça qu'il faut que je cherche. Tac. Bah c'est pas ça que j'avais déjà cherché. Coller, Vincent MNV, Vincent MX, Vincent... Putain bon. C'est mal branlé hein, le truc de recherche là. C'est Quant encore ou quoi? Bon vous l'avez? Ah Vincent d'Internet, merci Rio 4. Voilà, c'est Vincent d'Internet. Et bientôt la vidéo de Maudit sur la télé-réalité. Et en effet, c'est vraiment deux mondes qui se côtoient, hein, la télé-réalité, les influenceurs, Dubaï, etc. quoi. Malte évidemment. Donc... Magali Berda apparaît être un personnage central de ce truc-là, et je suis sûr que Vincent la connaît déjà par cœur. Donc une femme qui incarne le milieu décrié de la télé-réalité. Elle s'inquiète pour son ventre, le voit-on trop? Elle rit d'elle-même, on voit ses dents, si blanches. Elle bat des cils, parle vite, tente d'ignorer son téléphone et commence ses phrases par « je vais pas vous mentir ». Si son nom n'évoque rien à certains, pour d'autres elle est désormais l'évidence dans son domaine. Merci Mopolopi. Elle est désormais l'évidence dans son domaine, influente en ligne, cotée dans la réalité. Magali Berda est l'une de ces femmes d'affaires dont le parcours a été sélectionné en septembre 2021 par le classement annuel du magazine Forbes des 40 femmes remarquables, talentueuses et inspirantes qui ont marqué l'année et brisé le plafond de verre. Elle a même attiré l'attention du gouvernement, c'est là où ça nous intéresse, évidemment. Donc Magali Berda, influenceuse et papesse des influenceuses, se prépare pour le tournage de l'émission Prince et Princesse de l'amour. Bah bien sûr. De passage sur la Côte d'Azur pour le tournage d'une émission de télé-réalité à laquelle elle participe en tant que maîtresse de cérémonie, Les Princes et Princesses de l'amour saison 9, diffusée sur W9. C'est pas dans celle-là qu'il y a un mec qui est accusé d'agression sexuelle aussi. Je sais plus qui c'est, enfin je connais pas exactement, mais je crois que j'avais vu que c'était ça. Elle reçoit Le Monde sur la terrasse de l'hôtel où la loge la production. Le somptueux Mas Bellevue, route de Tahiti à Saint-Tropez. Dans son impeccable et court ensemble Elisabetta Franchi, Magali Berda est installée seulement du bout des fesses sur un canapé d'extérieur. Merci Mamen. Ses faux ongles laqués d'un rouge brillant pianotent sur son téléphone pendant l'entretien. Je dois être la seule en France à gérer une entreprise sans ordinateur. Magali Berda peut compter sur de nombreux assistants et associés qui, eux, j'imagine, ont des ordinateurs. Il n'empêche, je gère ce tournage, ma boîte, mes 200 influx. Putain, elle a 200 influenceurs. Ma vie est environ 400 messages par jour, notes vocales, WhatsApp de 45 minutes comprises. Putain, la vie qui rend fou, quoi. Merci, Jafar le Genoun. Ok, WhatsApp, note vocale de 45 minutes comprises. Ok. Dégoût du politiquement correct. Il faut ajouter à cette liste le job d'avocat du monde de la télé-réalité. En France, on met trop d'étiquettes. Tu fais de la télé-réalité, t'es un con.
Tu fais de la politique, t'es intelligent. Tu passes sur telle chaîne, t'es mieux qu'un autre. Tu fais du cinéma, t'es plus intelligent que ceux qui passent sur le petit écran. Pour peu, il s'agirait d'une lutte des classes modernes, la télé-réalité et ses réseaux sociaux dénigrés par des gens pour qui tout ceci est trop sale, trop bas, pas sérieux. Elle a pas tort, hein. Elle a pas tort. C'est vrai que les milieux de la télé-réalité sont regardés vraiment de haut par les milieux qui ont du prestige, c'est le cinéma. En dessous de ça, t'as la télé, et tout en dessous, t'as le bas de la télé, qui est la télé-réalité, évidemment. Nous, les influenceurs, pareil, réseaux sociaux, on est en bas aussi, hein, on est d'accord. Ces gens, ces gens-là qui regardent de haut, c'est les médias politiques et intellectuels qui considèrent ce milieu et ses affres comme une sous-culture. À peine une forme de divertissement peu assumable qui serait incarnée selon ces gens par des débiles qui ne ressembleraient à personne. Celle qui affirme sur Instagram « Je suis refaite de partout et je kiffe ma vie, alors bonne nuit », fait valoir son dégoût pour la dictature du politiquement correct face à la piscine qui déborde dans un massif végétal touffu d'où se dressent palmiers et pins méditerranéens. C'est marrant parce que quand j'avais lu le truc où il y avait marqué politiquement correct, je me suis dit merde, elle va dire des trucs de facho. Et non, en fait, elle dit des vrais trucs. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit là pour le moment. La mode d'aujourd'hui est à l'inclusivité. Elle invite à ce titre à ne pas congédier d'office les foyers français chez qui Voici et Public sont sur la table. Rappelle à qui en doute que pour s'élever, des tas de jeunes doivent avant tout apprendre la culture de l'échec. Cette jeunesse qui n'est pas branchée radio, journaux ou JT de 20h. Celle que l'Élysée rêve de toucher à grand renfort d'incursions présidentielles sur les réseaux sociaux. C'est intéressant ça. C'est la fausse bourgeoisie. Non, c'est pas la fausse bourgeoisie. C'est en général des gens qui en effet viennent du bas et qui vont constituer une nouvelle bourgeoisie, c'est-à-dire les nouveaux riches. Les nouveaux riches qui, comme toutes les nouvelles bourgeoisies, ça a toujours été ça, au 19e siècle c'était déjà ça, les nouveaux riches fatalement ils sont vulgaires, ils n'ont pas les codes des vrais bourgeois, donc les vrais bourgeois les regardent de haut, pendant ce temps-là que les prolos, eux, s'en sentent parfois un petit peu... Oui, les parvenus. Pendant ce temps-là que les prolos s'en sentent parfois un petit peu plus proches, et ils vont partager plus de codes culturels parfois avec les prolos, par contre ils ont beaucoup plus de pognon, mais ils ont parfois une culture en commun. Vous voyez, alors qu'il y en a qui vont avoir... Et c'est l'inverse des universitaires d'Akira d'avant, qui eux ont les revenus des prolos, à peu près, la précarité, ils vont connaître la précarité, ils n'ont pas le pognon, etc. Mais par contre, ils ont un capital culturel qui va les éloigner complètement des classes populaires, ce qui va faire qu'on va les trouver snobs, etc. Mais moi, quand je me fais traiter de bourgeois, c'est pour ces raisons aussi. Voilà, mais ça votera pas Poutou. Ah non, ils vont pas voter Poutou, c'est des parvenus. Merci Pretty Speeches 225. C'est des gens qui peuvent tout à fait voter à droite, il n'y a pas de souci, bien sûr. Donc, en mars 2021, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a invité Magali Berda à déjeuner. L'objectif était, raconte-t-elle, d'échanger sur les bonnes pratiques, leurs visions respectives des réseaux sociaux et les mécanismes de l'influence. Donc elle est invitée à déjeuner par Gabriel Attal, qui est quand même porte-parole du gouvernement, ça rigole pas. À 1 an de l'élection présidentielle, ce rendez-vous n'avait rien d'anodin. Pourquoi elle ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, l'influence est un média, vous savez, et son pouvoir de communication est énorme. Contacté à ce sujet par Le Monde, le cabinet de Gabriel Attal n'a pas donné suite. Elle a apprécié qu'il lui donne de l'importance et qu'il essaie de comprendre des gens comme elle. D'ailleurs, ça a mis des paillettes dans le cœur de sa grand-mère. Vous voyez, là, Gabriel Attal fait un bon move, parce qu'il se dit « Ah !» eux, en fait, ils coûtent pas cher, si tu veux. On s'intéresse jamais à eux, on les prend de haut. Là, je les invite dans un palais. C'est ce que je disais aussi sur même Enjoy Phoenix, etc. Quoi. Ils sont invités dans un seul coup sous les dorures du pouvoir, dans les palais ministériels ou même élyséens. C'est vrai pour McFly et Carlito. Tu peux pas refuser, quoi. T'as un truc. Waouh, enfin, on me prend au sérieux. Moi, que la presse. D'habitude décrit comme un guignol, machin, et ça c'est valable pour McFly et Carlito aussi, hein. Que la presse décrit comme des guignols, des influenceurs, des débiles, des gens vulgaires, etc. Là, le pouvoir, les gens sérieux me prennent au sérieux. Tu peux pas dire non, t'as du mal à refuser, et là vous voyez que sur Magali Berda, ça prend. Elle se dit, ah, tu vois, ça a fait plaisir à sa grand-mère. Sa grand-mère qui savait bien qu'un jour, sa petite fille qu'elle a élevée seule à Saint-Tropez finirait ministre. Mais surtout, elle fut flattée de ne pas être prise de haut par un Attal jeune et moderne. Ça change de ces personnalités publiques hypocrites qui nous jugent sans connaître notre histoire ni notre expérience en pensant qu'on est des ignorants, affirme celle qui est aussi chroniqueuse chaque vendredi soir sur C8 dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP animée par Cyril Hanouna.
J'ai toujours aimé TPMP car j'aime les lieux de débat, c'est aussi la seule émission qui donne des opportunités justement et un droit de parole à des gens que personne ne veut ailleurs. Et là, je peux aussi faire mon mea culpa, hein. Je pense que les gens qui me suivent et les gens dans le chat et tout, ont aussi, parce que culturellement c'est pas notre milieu, etc., on va avoir aussi un mépris de base qui va nous venir, mais je veux dire, c'est indépendamment c'est des émissions qu'on regarde pas, les anges et les anges de la télé-réalité, machin. Moi, niveau télé-réalité, je m'arrête à koh tu vois. Et j'aime bien koh et je peux parler des heures de koh et je méprise pas koh justement. Mais ces trucs-là, je suis pas le public cible, donc de fait, on va se dire, ah bah c'est des gens... voilà, c'est un monde parallèle, c'est ça, c'est un monde parallèle, on n'en a pas les codes, on en est éloigné. Donc, souvent, quand on n'a pas les codes et qu'on est éloigné d'un monde, on le rejette, soit par mépris, soit par réaction. Je pense que dans une certaine mesure aussi, les gens de ce milieu-là, Instagram, machin, tout ça, nous rejettent, nous, parce que en réaction, ils nous paraissent hautains, méprisants, etc., quoi. Donc c'est logique c'est deux mondes tellement éloignés que... Mais ça veut pas dire que c'est une bonne chose d'avoir du mépris, en effet, pour les gens de ce monde-là. Merci... Storming 002. Vous voyez l'avantage qu'a Gabriel Attal derrière quand lui dit bah moi je vais pas mépriser. De la même manière, je pense qu'un Mélenchon devrait pas mépriser le mépris de Yann Barthès face à Nabila, par exemple, c'était au cœur moi ça me gêne aussi, et ça gêne beaucoup de monde quand même. Bon bah il faudrait qu'un Mélenchon puisse s'entourer d'une Nabila. Vous voyez, ou de figures un petit peu comme ça. Ça, ce serait habile. Ce serait habile politiquement, et en plus, ça fait sens politiquement, parce que ça parle à ces gens-là, des classes populaires, etc. Nabila, en effet, c'est une entrepreneuse qui gagne plein de pognon, mais elle parle à des gens comme ça. Voilà, il y a des gens qui font le rapprochement dans le chat, Totol, qui dit Sanders et Cardi B. Je dis pas que Nabila, c'est une prolo, hein. Je dis que Nabila parle aux prolos. Ouais, c'est ça, Sanders et Cardi B. Bon, bah, l'idée, c'est... le problème, c'est que chez nous, c'est Gabriel Attal qui l'a compris avant d'autres. Mais tu vois, il y aurait... Même une Sandrine Rousseau aurait peut-être intérêt à trouver des gens qui viennent un peu plus de ce milieu-là et qui parlent un peu plus à ce milieu-là. Moi, je peux pas. Moi, c'est pas mon... Vous voyez bien que je comprends pas tout, mais c'est pareil pour Cyril Hanouna, c'est-à-dire tu regardes Cyril Hanouna, tu peux trouver qu'il y a plein de critiques à faire, mais je pense qu'il faut regarder quand même. Et il faut prendre au sérieux ce qui se passe chez Cyril Hanouna, pas juste jeter ça en disant c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Bon, bref, Cyril Hanouna, elle aime les lieux de débat, voilà. Lors du premier confinement, Magali Berda a publié des lives sur son compte Instagram pour participer à l'appel aux dons de la Fondation des Hôpitaux présidée par Brigitte Macron. Gratuitement et parce que c'était important pour moi. Elle réfute néanmoins l'étiquette de conseillère jeune du gouvernement qu'on serait tenté de lui attribuer. Mais puisque les responsables politiques semblent requérir ces tuyaux de communicante 2.0, Magali Berda compte bien en profiter. Gabriel Attal, elle va le lancer sur un plan. Une chaîne YouTube qui hébergerait entre autres sa propre émission. Le concept, créer un débat entre un candidat à la présidentielle et un candidat de télé-réalité. Elle se démène aussi pour faire professionnaliser ce nouveau métier d'influenceur qui a le vent en poupe mais aucun cadre légal. Alors c'est marrant parce qu'elle veut faire backseat, sauf qu'en fait l'invité de la première partie rencontrera l'invité politique. Et nous on a fait en sorte que ce soit pas le cas. Après le choix il peut se discuter, mais moi j'ai l'impression que tu fous l'influenceur en face du candidat. Je veux dire, nous déjà des fois on rame, en face alors que normalement on est un peu équipé, tu vois, on est l'équipement de base. Des fois on rame face aux politiques. Les politiques sont tellement balèzes. Moi c'est la conclusion aussi que je tire des années à regarder ce qui s'est fait. Voilà, les politiques sont tellement balèzes, tu les fous face à un influenceur, ils vont le retourner, ils vont le manipuler. Enfin c'est très facile en fait, c'est extrêmement facile. Merci Bing08. Et donc c'est pour ça que dans Backseat on a fait le choix de dire vaut mieux parler politique sérieusement avec juste l'influenceur dans un premier temps. Et ensuite, avec le politique dans un deuxième temps, pas tellement envie de mettre l'invité de la première partie dans une situation délicate face, je sais pas, à Bruno Le Maire ou à je sais pas qui. Ça va être difficile, ouais, ça va être gênant. Ça va être gênant pour tout le monde en fait. Mais elle, c'est son plan, lancer une chaîne YouTube. Donc, moi je regarderai, je suis obligé, je vais regarder ce truc-là, on va regarder comment ça se passe. Enfin, je vous préviens à l'avance que ça va plutôt se passer comme je vous ai dit. C'est-à-dire, les candidats de télé-réalité vont se faire balader par des politiques sur deux et complètement à l'aise dans l'exercice, je pense.
Donc elle se démène aussi pour faire professionnaliser ce nouveau métier d'influenceur qui a le vent en poupe mais aucun cadre légal. Elle est allée frapper à la porte numérique de Bruno Le Maire sur Instagram. Le ministre de l'économie a répondu au DM, au message privé que Magali Berda lui a envoyé en juillet à ce sujet et dont Le Monde a pris connaissance. Il serait prêt, écrit-il, à la rencontrer pour discuter, voir comment tout cela est possible. Putain, c'est fou. C'est fou. Son nom, fort assimilé à la superficialité de l'autre monde, gagne ainsi en crédibilité dans les sphères gouvernementales et ne manque pas de figurer au programme de conférences de grandes écoles de communication. Ah ouais, maintenant elle fait le tour des grands amphis, voilà, des grands amphis et tout, j'adore, déclare fière celle que l'on invite en cours pour présenter ce nouveau métier d'influenceur. C'est marrant parce qu'il y a des points communs, il y a même des points communs avec des trajectoires comme la mienne en fait, on a plus en commun, je pense que j'ai plus, alors, sans le côté chef d'entreprise, mais je pense que j'ai plus en commun avec Magali Berda qu'avec, je sais pas, d'autres avec un journaliste politique pour de vrai, tu vois. Bref, ne pas y voir toutefois une quelconque ambition politique, sous-entend Magali Berda, qui préfère rester numéro 1 dans son domaine à elle. Elle laisse volontiers cela, le combat écologique ou le féminisme, à ceux qui savent, seulement s'ils sont sincères, ce dont elle doute, pour la plupart. Et d'ajouter, je n'aime pas les gens qui ne sont que des parodies des causes qu'ils défendent. Son empire, à elle, se situe à Paris, non loin des Champs-Élysées. Shona Events compte 60 salariés et une filiale à Dubaï, évidemment. Il faut bien aller là où le business est. Plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, plus qu'en 2020, 40 millions. Évidemment, on évolue, dit-elle. Elle a créé et incarné seule son agence en 2017. Aujourd'hui, les richissimes hommes d'affaires Stéphane Courbit et Hugues Danguy, devenus ses modèles en matière de gestion d'entreprise, figurent au capital. Ils ont foutu du pognon dans sa boîte. Au départ, elle a tout misé sur la monétisation de la notoriété de personnalités sur les réseaux sociaux issus en majorité de la télé-réalité et leur pouvoir d'influence. Ceux dont personne ne voulait, dit celle qui est désormais leur agente et gère leur carrière, leur image, leur émotion, leur bad buzz et les bouleversements de notoriété, les bouleversements que la notoriété ou l'argent peut susciter chez des jeunes gens qui ne connaissent pas encore les codes. Et c'est vrai que, évidemment, quand t'es une marque et que tu veux un partenariat, machin, tout ça, tu vas d'abord regarder les acteurs. Enfin, vous voyez bien qu'en fonction du prestige, il y a des couches, il y a des strates, en fonction du secteur aussi. Mais bon, prestigieux, t'as évidemment les grands acteurs, grandes actrices, les top modèles, évidemment, qui sont dans la haute couture, et les sportifs, les grands sportifs. Vous voyez bien que les influenceurs Instagram, ou YouTube, ou je sais pas quoi, ça arrive vraiment dans c'est le bas du panier. Et donc, elle se dit... Il y a un business, moi je les prends ceux-là, je les prends. Ils sont attachants, insouciants et parfois inconscients en étant extrêmement eux-mêmes. Certains rêvent de célébrité mais ce sont rarement ceux qui percent. Je le conseille à tous au début de ne jamais lâcher leur job à côté, on sait jamais. Explique celle que l'on nomme la papesse dans le milieu et qui sait bien que tout peut repartir aussi vite que c'est venu. L'agence assure les partenariats commerciaux entre les influenceurs et les marques à la recherche d'ambassadeurs capables de faire gonfler leur chiffre d'affaires. Il s'agit là du remplacement des espaces publicitaires traditionnels dans les magazines ou à la télévision, une source de revenus qui existe en France depuis que Magali Berda, en créant Shona, a importé des États-Unis l'activité du placement de produits rémunérés. Ça existait déjà, mais en gros, oui, elle l'a pas importé, elle a formalisé le business, on va dire, puis elle l'a fait sien, quoi. Elle a dit, plutôt que ce soit les influenceurs qui, tous un par un, gèrent leur merde, comme ça continue à se faire dans la sphère de la vulgarisation sur YouTube, la plupart des influenceurs, enfin des vulgarisateurs que vous voyez sur YouTube gèrent eux-mêmes leurs partenariats, leurs trucs un par un. Bon bah elle a dit moi je fais ça pour vous, et donc du coup j'ai un catalogue d'influenceurs, etc. Donc elle a professionnalisé ce truc, elle l'a pas inventé mais elle l'a professionnalisé en gros. Celle qui cumule 1,5 million d'abonnés sur Snapchat et plus de 800 000 sur Instagram jouit d'un énorme pouvoir de communication. La simple mention d'un produit dans une de ses stories lui rapporte entre 500 et 1000 euros. C'est donc elle, Magali Berda. Son problème, c'est qu'elle ne sait pas où et quand s'arrête l'ambition. Je suis heureuse mais insatisfaite. Au tableau de ses accomplissements, 3 filles de 14, 10 et 11 ans, un appartement dans le centre de Paris et une maison à Dubaï. Mais je suis fiscalement française, vous pouvez vérifier. Une renaissance après un divorce, une revanche prise sur une enfance compliquée, des dettes dissoutes en travaillant sans arrêt, un nouvel amoureux, un corps refait et assumé, des impôts sur une fortune dont elle est fière, mais sur laquelle elle ne dit mot ou presque, disons qu'elle n'est pas à 500 ou 1000 euros près. Et une page Wikipédia ajoute à la liste de celle qui aura bientôt 40 ans le 26 novembre. Son premier livre, putain elle a fait un livre aussi, son premier livre, Ma vie en réalité,
en 2018, a cartonné. Vous voyez, et je la connais pas, quoi. C'est vraiment deux mondes qui s'ignorent à un point où j'ai besoin d'un article dans Le Monde pour savoir qui c'est, quoi. Alors que, voilà, on était en poche et même dans les relais des aéroports. Donc son livre a cartonné. Le deuxième livre, Comment devenir influenceur, en 2019, pas du tout. Et le troisième, titré Oser, est en chantier, prévu pour janvier ou février 2022. Du premier, les réalisateurs et frères Fuenquinos, dont Les Fantasmes est actuellement en salle, auraient souhaité en faire un film. À la lecture de leur proposition par mail, l'autrice s'est demandé 1. Qui sont ces gens ? Puis 2, en l'apprenant, est-ce que c'est une blague ? Et enfin, prise par le temps, elle n'a pas vraiment estimé urgent le caractère de la proposition. Alors que quand même, là, du coup, tu rentres dans la sphère du coup de la culture légitime. Là, t'as un film sur ta vie qui va être obligé chroniqué dans Télérama. Mais pour l'instant, elle est tellement dans la tête dans le guidon qu'elle se dit, je vois pas l'intérêt, quoi. Face au succès, Magali Berda garde la tête froide. Alors pour l'approcher, il faut s'accrocher. On m'a à l'usure. Si vous continuez à vous manifester autant alors que je vous calcule pas, je me dis que peut-être votre intérêt pour moi est sincère. Dans ce cas, je veux bien écouter ce que vous avez à me dire. Comme Stéphane, le pauvre, il a galéré, il m'a eu à l'usure. Elle rit. Elle le regarde passer sur la terrasse. Stéphane, toujours là, 24 heures sur 24 avec moi. Ils vivent ensemble depuis 2 ans et lui bosse sur la partie commerciale de Shona. Elle l'aime et l'on convient au passage que décrocher un rendez-vous avec Magali Berda pour une interview, c'est en effet arpenter une longue quête dont il ne fallait pas prendre l'aridité pour soi. Même quand vient la nuit, Magali Berda demeure. Son sommeil, qui ne s'étire jamais plus de 6 heures durant, est entrecoupé de phases de veille sur son écran de téléphone, qui reçoit sans cesse, le burn-out. Le burn-out qui lui pend au nez, qui reçoit sans cesse des notifications par centaines. Je vérifie qu'il n'y ait pas de problème, pas de sauce qui monte. Comprendre une tempête 2.0 qui la prendrait pour cible. Elle se réveille la nuit pour checker qu'il n'y ait pas de shitstorm, quoi. C'est ouf. Comprendre, voilà. Quand renaît le jour, le travail, sa passion reprend à vive allure. Jamais elle ne se divertit. Je ne lis pas de livres, je ne vais jamais au cinéma. Une exception, les sorties en boîte de nuit pour rattraper le temps. Avant Stéphane, elle a vécu 15 ans avec son mari, etc. Bon, il est 21h59. Si vous voulez lire la suite de l'article, moi je vais juste vous lire la toute petite conclusion de fin, parce que à la fin, on leur demande comment ils vont voter, ces gens-là, dans la série Fragments de France. Donc si vous voulez finir de lire l'article de Magali Berda, mais moi je commence à fatiguer. Je suis vraiment fatigué, je commence à trembloter parce que j'ai bu trop de café, machin, et j'ai faim, donc je vais aller manger. Je vais manger devant le live de Wissam. Et donc, pour qui elle vote, à votre avis ? Moi je pense qu'elle vote Macron, un truc comme ça. Oh, je pense qu'elle va pas vouloir dire, mais qu'elle aime bien Macron. Un truc comme ça. Alors, elle ne votera pas à la présidentielle, elle n'a jamais voté. À une exception, la première fois qu'elle a reçu sa carte électorale. Mais c'est ma grand-mère qui m'a forcé, et j'ai voté comme elle. Pourquoi voter sa grand-mère, on ne sait pas ? Bah écoute, elle vote pas, hein. Elle vote pas, business is business, le reste, la politique, tout ça, c'est... en plus, c'est des menteurs, des manipulateurs, etc. Je pense que c'est une sphère à la fois qui l'impressionne et à la fois qu'elle méprise, pas qu'elle méprise, dont elle se méfie. Et a raison, je pense. Dont elle se méfie pas mal. Très bien, et ben voilà, et ben c'était riche et c'était intéressant ce soir encore. Merci d'avoir été là. Je vais vous envoyer donc du coup sur le chat de Wissam. Faudrait l'inviter sur Backseat. Elle viendra jamais à Backseat. Vous avez vu le niveau de la meuf ? Elle est loin Enfin, elle est loin, quoi. Par contre, peut-être qu'il serait intéressant d'inviter des gens qu'elle manage à Backseat. Peut-être que Backseat gagnerait à s'ouvrir, parce que là, on a pas mal fait les streamers, quelques influenceurs, sphère vulgarisation, etc. Mais pourquoi pas avoir des stars des réseaux, en fait, qu'on connaît pas. Le problème, c'est que là, on a très peu de contacts. Je sais pas qui pourrait faire l'interface. Moi, j'ai déjà... demander, j'aimerais bien qu'on ait Enjoy Phoenix aussi d'ailleurs, mais apparemment Enjoy Phoenix veut pas venir parce que j'ai été maladroit dans la vidéo sur elle où j'ai parlé de son truc avec Brune Poisson et tout. Elle a trouvé que j'avais été un peu bâtard, et moi j'avais essayé de pas trop l'être, mais en fait en revoyant la vidéo je me suis dit non, si, j'ai été un peu bâtard, donc je comprends en fait, mea culpa, je pense que j'ai été dur et peut-être et sans doute méprisant aussi avec Enjoy Phoenix quand je parle, donc excuse-moi Enjoy Phoenix si tu écoutes ce live ou si on te rapporte ces propos, j'en suis tout à fait désolé. En effet, je pense qu'il y a des sphères qui se comprennent pas, qui se parlent pas bien et qui parfois mériteraient peut-être de se parler un peu mieux, mais j'imagine que moi-même j'ai pas fait la part du boulot que j'aurais pu faire là-dessus. Voilà. Donc je vous envoie sur
Wissam. Je cherche Wissam. Putain. Bah oui, je commence à trembler parce que j'ai pas bouffé. Enfin, j'ai fait un goûter à 18h, mais... Allez, je vous envoie chez Wissam. Ils ont 1 millier de personnes. Allez-y nombreux. Abonnez-vous à sa chaîne. Si vous voulez entendre des paroles décoloniales, de l'antiracisme très concret, porté par des gens plutôt malins, je vous en prie, allez voir Wissam. Voilà. Bonne soirée et merci d'être passé. Et je coupe le stream.